Ça te plaît bien? C'est pas désagréable. D'ailleurs, quand je le fais avec Messaoud, qui lui oublie de temps à autre, tu dois, bon, de temps en temps, et bon, il dit le président, aujourd'hui c'est Didier Roustan, machin, une fois sur 5, je dis avis, Messaoud. Donc, quelque part, ça va pas me déplaire. C'est mon côté coquet. Oui. T'en plaisantes ou mine de rien, il y a un petit peu d'ego avec ça? Ça te plaît, quoi? Ça me déplaît pas. C'est bien qu'il y ait des hiérarchies dans la vie. Ah, ça va plaire aux autres. Ah, ouais. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Une chaise de président à vie vient de disparaître libre. Voilà, ce sera ce soir, Didier sera là avec nous. Il y a beaucoup de mots pour expliquer la joie, il y en a très peu pour exprimer la tristesse, mais je le ressens là. Autour de nous, toute la famille de l'équipe du soir s'est rassemblée et il y a énormément d'émotions. On va juste commencer, on va juste se libérer un peu de ces émotions pour mieux rentrer et mieux vous expliquer qui était pour nous Didier Roustan. Je vais me lever, on va faire une minute d'applaudissements, mes amis, ensemble, voilà. Merci mes amis, et puis merci à vous qui êtes peut-être devant votre poste, comme ça, qui êtes un peu brinque-ballé par cette nouvelle, on va dire, suffocante, sidérante, stupéfiante. Moi j'ai passé une drôle de journée personnellement parce que j'ai eu beaucoup de messages avec beaucoup de gens qui m'ont présenté, on va dire, leurs condoléances. Et je me suis dit, c'est drôle parce que je suis pourtant pas de la famille de Didier. Et spontanément, les gens m'ont donné, m'ont livré beaucoup de condoléances, m'ont présenté leurs condoléances, pardonnez-moi. Et finalement, petite réflexion derrière, finalement, oui, j'étais aussi un peu de sa famille de cœur. Et vous voyez ici des oncles, des tantes, des cousins de la famille de cœur de Didier Roustan. Donc, voilà. Et vous qui êtes derrière le poste, à mon avis, il y a aussi quelque chose, un lien affectif avec Didier, avec notre président à vie de l'équipe du soir. Alors le conducteur ce soir, ou juste avant d'ailleurs, j'en profite pour transmettre mes amitiés, mon bon souvenir, je les ai eu au téléphone, mais voilà, à toute la famille de Didier, à son fils Dimitri, à sa fille Charlotte, à la maman de ses enfants qui est restée avec lui, à sa compagne également, Louise, qui a été remarquable et magnifique. Maintenant, le principe, vous connaissez l'équipe du soir. En fait, ce soir, c'est pas du tout le principe de l'équipe du soir. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de duel, il n'y a pas de super duel, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vainqueur. Voilà. Il y a juste quelqu'un. On a eu la chance de croiser, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et puis voilà. Donc, on va évoquer, on va dire, ces souvenirs. J'aurai à chaque fois une question. J'irai à la pêche et puis j'irai interviewer Régis, présenter Régis. Pour toi, Didier, c'est quoi? Enfin, voilà. Il y a Régis, il y a Dominique, il y a Étienne, et puis il y a toute la petite bande que vous connaissez. L'émission va être un peu foutraque, mais ça pourrait plaire à Didier, puisque évidemment, parfois dans ses prises de position, il y avait ces fameuses parenthèses qui étaient parfois refermées et parfois qui étaient en suspens. Je vous propose maintenant que certains quittent le plateau tranquillement. On a quelques éléments comme ça, voilà, et on va revoir Didier dans toute sa splendeur. Alors parfois, les émissions de l'équipe du soir, ça commençait, alors avec ou sans Didier, mais quand il y avait Didier, parfois c'était l'équipe du soir. Et puis parfois, ça virait à Top Chef. On va voir une émission, un début d'émission formidable, mythique, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est Rachid, le fameux cuistot, le Paul Bocuse de ce groupe. On y va, une archive parmi tant d'autres, on y va. Nous sommes en duplex avec le Paul Bocuse de cette institution, c'est Rachid. Regardez. Bonsoir Rachid. Rachid, c'est quoi le menu du soir? Bonsoir, alors ce soir j'ai paleron de bœuf et j'ai cordon bleu et j'ai d'autres cabinets. Je vous dis à tout à l'heure et je vous attends. Le coup est bas. Le coup est bas, j'ai fait une erreur magistrale. J'ai hésité. Vous pouvez me faire un petit carotte râpé jambon, tu vois, petit fromage blanc, machin. Et je me suis fait avoir par Rachid avec son poisson sauté de bœuf.
Le sauté Non, de bœuf n'est d'agneau, pas passé sauté aux d'agneau. enfants. Sauté d'agneau. Le sauté d'agneau. Agneau, Je bœuf. pense qu'à 23h30, peut-être, je reprendrai les couleurs, mais là, On ne sait plus trop. Je vais gifler mon deuxième patient. Il vaut mieux l'avoir en journal. Comment va le foie, Dominique? Tout va bien. Une grosse capacité de digestion chez moi. Ok. Steve Austin est là. Ça va, mémé? C'est bien. Et vous oui. Ça boulette poulet takiri. Et oui, vous avez pris la boulette. Vous avez pris la boulette. riz, le remède et le mal dans la même assiette. Bonsoir Rachid. La tigresse a tout dévoré. Bonsoir la tigresse. Bonsoir. Vous avez mangé léger, non? Vous avez fait Ouais, quoi? j'ai fait très léger, ouais, je fais petite salade. Moi. Petite salade? Ouais. D'accord, très bien. c'est Et puis vrai, enfin, Thierry Marchand, notre dernier patient. Thierry, l'écarisseur de rien du tout d'ailleurs. Ah, il peut plus là. Il a pu, mais il peut plus. Bonsoir Thierry. Et franchement, les petits pois. Allons-y. C'est parti. Bon, c'est... Même les petits pois sont dangereux. C'est pour te dire. On va pétarader sur mes pieds. Bon, c'est pas une émission culinaire. Hein. Non. Enfin, un gros bisou à Rachid. Hein. Ouais. Voilà, Rachid, tenez bon. Voilà, pour commencer, c'était un début d'émission avec évidemment la bonhomie, la bonne humeur contagieuse de Didier Roustan qui nous fait une séquence. Ouais, voilà, on était parti pour débriefer, je sais plus ce qui était au menu ce soir, mais ça, en tout cas, le menu de la cantine nous a bien fait marrer. Je ne sais pas sur qui je vais convoquer là au tableau. J'ai l'impression d'être un maître d'école. Tiens, j'ai mon Étienne. Toujours commencer par les meilleurs. Ben, je sais pas. Oui, voilà. Voilà, je vous dis Didier comme ça spontanément. Vous me dites quoi? Il y a un souvenir qui revient. Il y a quelque chose. Ouais, il y en a 200 des souvenirs, mais déjà sur les démarrages d'émissions avec Didier, on n'était jamais sûr de rien. Non. Parce qu'il avait des très très bonnes humeurs, il avait parfois des petites mauvaises humeurs, et il avait parfois envie de parler de la cantine, parfois il avait envie de parler de la chanson, il avait envie de parler de ce dont il avait envie de parler, pas forcément de ce qui avait été prévu dans l'émission. Et ça c'était formidable parce que c'était toujours imprévu. Il prenait souvent le ballon, il le rendait pas toujours, mais quand il le rendait, il était beau. Le ballon était pas. Moi, je me méfiais de lui. Avant le générique, il me disait je suis pas bien aujourd'hui. Enfin, je suis presque même à la limite du forfait. Bon, générique qui démarre. Et là, mais chantant, pétaradant, machin. Je pouvais même pas présenter Hervé, qui pouvait même plus chanter son Patrick Juvet, tout ça. Bah, je l'ai reculé Ouais. plus d'une fois pour ça. Je dis, Ah ouais tu déconnes. Ouais. Tu déconnes. Bon, vous- Laisse-moi chanter. Vous, votre Didier, c'est quoi? Moi, c'est l'humanisme du personnage. Parce qu'on discutait beaucoup aussi en dehors. Hein. Et puis, on avait une passion commune pour l'Afrique, hein, faut savoir. Donc, Né c'est au vrai qu'on a- Congo-Brazzaville, notre Didoun. Né au Absolument. Congo-Brazzaville. fait 3 ans là-bas, 3 ans au Congo-Brazzaville, donc il a toujours été touché par la terre. Il a mis le maillot du Cameroun, parce que je sais qu'il avait un amour particulier pour le Cameroun, Roger Mila notamment, et il a fait des reportages là-bas. Et c'est vrai que moi, c'est surtout ça qui m'aura marqué chez lui. C'est que, bon, déjà, j'étais hyper fier la première fois que j'ai fait une émission avec Didier Roustan, parce que moi, je suis de la génération. Ah ouais. Bah, moi, je suis de la génération, je l'ai découvert à la télé. Je suis un peu plus jeune que lui, mais pas beaucoup plus jeune non plus. Donc ça veut dire que moi, j'ai découvert le football, allez, on va dire de haut niveau, dans le journalisme, grâce à Didier Roustan, les reportages qu'on voyait à la télé. Et la première fois que vous vous retrouvez avec Didier Roustan, mais ça vous fait que... mais moi, je suis très respectueux des anciens, de toute façon, de manière générale. Et lui, c'était Didier Roustan. C'était une image pour nous incroyable. Peut-être qu'Olivier a un autre regard, parce que voilà, mais je voulais juste surfer sur ce que nous disait Hervé. Vous, la première que vous faites avec Didier, vous dites putain, c'est le gars de Téléfoot, c'est un peu mon enfance, ma Madeleine de Proust. J'avais les pétoches. Hein. Pétoches, vous J'avais les pétoches. Bah, c'est le mec avec qui j'ai grandi à la télévision. Donc, ça faisait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça et à regarder les images de foot, téléfoot, c'était lui. L'Euro 84, j'ai suivi, c'était lui. On vient de voir avec Michel Denisot. Il a commenté la demi-finale et tous les matchs des Bleus. Donc, il y avait un truc vache sacré, un truc côté totem. Et ce qu'il y a de bien, c'est que lui te met tout de suite à l'aise. Ouais. C'est qu'il aurait pu avoir un peu de surplomb, un peu de condescendance. Il a ce qu'on appelle une carrière. Quoi. Je pense que c'est un mot qu'il n'aurait pas aimé, mais il a eu 1000 vies. Il a fait pas mal de trucs, Canal+, TF1. Il était depuis 25 ans à l'équipe, dans le groupe. Mais il a eu 1000 vies et ça ne se sentait pas qu'il était une Bible, qu'il avait une connaissance hors du commun, qu'il connaît mieux le football sud-américain que n'importe qui en France. Il t'accueillait comme si tu étais... sur le football sud-américain, il vous faisait sentir qu'il était au-dessus. Moi, Régis, même chose, même track ou non, vous aviez une autre approche de la bête? J'ai eu la chance de le connaître il y a très longtemps, au début des années 90, en jouant au foot avec lui.
Oh oui. Les Globetrotters. Exactement, tu sais tout, Mémé. On jouait dans une équipe de foot dont le président était Pierre Cangioni, qui était donc le mentor de plus ou moins de Didier. Et dans cette équipe de foot, il y avait des artistes, il y avait Herbert Léonard, Louis Bertignac, des gens comme ça. Il y avait des anciens joueurs comme Jean-Luc Haribard et pas mal de journalistes. Et je ne sais plus pourquoi j'étais rentré dans cette équipe. Je me demande si c'était pas Didier que j'avais connu sur un reportage à but. Et j'ai passé à peu près 2 ans à jouer au foot avec Didier. Il jouait. Alors, je peux vous parler du joueur parce que non, ma question c'est alors est-ce qu'il était si bon qu'il disait? Quand Étienne dit qu'il l'a gardé un peu sur le plateau, il l'a gardé aussi pas mal sur le terrain. Mais c'était un beau joueur de foot. Franchement, il jouait dans l'axe, il jouait 10, il avait joué à Cannes quand il était jeune. Il n'était pas libéraux. Oui, il avait commencé libéraux. Non, mais au début, quand il jouait avec les il était formé libéraux. Il jouait numéro 10. Il jouait dans l'axe. Il jouait avec les chaussettes baissées un peu, sans protège-tibia, un peu à la Mario Kempes, Argentine 78. Assez élégant, chaloupé, belle conduite de balle, belle qualité de pied et tout. Nerveux ou pas sur un terrain? Non, hyper cool. Hyper cool, il se prenait la tête jamais avec personne. Mais en fait, il n'y avait pas de dichotomie entre ce qu'il était sur le terrain et ce qu'il disait sur le plateau, sur son romantisme, sur son idéal de jeu. Tu vois. Il était en rapport avec... Il aimait les beaux joueurs, il aimait Cruyff, tout ça. Et quand tu le voyais jouer au foot, quand tu jouais à côté de lui, tu sentais qu'il aimait être ce genre de joueur-là. Mais c'était un beau joueur de foot. Hein. C'est pas un grand joueur, mais c'était un beau joueur. Olivier, vous n'étiez pas surpris quand vous l'avez vu, parce que vous, ça vous rappelle votre... Tu vois la photo que tu... la photo avec Michel. Avec Michel, et moi, la première fois où j'ai vu Didier, il commentait. Donc, si tu veux, j'ai même une image qui est quand même assez dingue, c'était au Parc des Princes, et il était assis par terre. Nous, on rentre pour aller s'échauffer, puis tout d'un coup, on voit quelqu'un qui est assis, un jeune mec, parce qu'il avait 24 ans. Oui, tout jeune, même pas. Et il était là, il était assis, il était en train de préparer sa fiche, et il était là assis et tout, et on l'a vu. Bon, c'est tout, après nous, on est parti faire le match, etc. Mais le premier rapport que vous avez eu, ça c'est la première vision de Didier, mais sinon le premier interview... Non, mais ce côté humaniste, ce côté calme, il n'y a pas de souci. Non, ça nous, il était très abordable pour nous. Tu vois, par rapport à ce qui peut se passer maintenant, ça n'a strictement rien à voir. C'était super cool, c'était super bien. Et puis... comme c'est quelqu'un qui est... Il faut quand même se remettre aussi à l'époque. Ouais, c'est dans le contexte, c'est intéressant. Tu passais pas souvent à la télé, donc tu rencontrais ces mecs. Donc automatiquement, le contact, il était parfait. Tu ne refusais rien. Et eux, les journalistes, à l'époque, ils ne refusaient rien non plus. Donc c'était super cool, super bien. Moi, quand je l'ai retrouvé ici, il n'y avait aucun problème. Et Didier, il a réussi à faire des trucs à des joueurs mais absolument incroyables dans les reportages. Et maintenant, tu peux même pas te tenter de faire un millième de ça. Et c'est incroyable le rapport de confiance qui réussissait, même si l'époque était différente, il fallait quand même avoir une force de caractère, une force de conviction pour convaincre des grands joueurs de se déguiser, de faire des trucs à Pelé, le faire prendre une panthère, des trucs absolument incroyables. Luis Fernandez, c'était toujours à la limite du ridicule, parce que maintenant, quand on revoit ça, c'était des choses absolument formidables. C'est-à-dire qu'il avait une capacité à convaincre les gens de quelque chose qui était folle. Virginie... Mais il le faisait bien, parce que, excuse-moi, mais je veux dire, il y avait tellement de gentillesse. Et je sais pas comment oui, voilà, c'était de la gentillesse, tu ne pouvais pas refuser. On peut pas dire non. Non, c'était tellement bien amené, tellement cool, et puis en même temps, tu lui faisais plaisir. Mais parce qu'il avait 50 idées à la seconde. Une petite bande-annonce par rapport à ce que vous venez de dire, parce que Roland Courbis, c'est un souvenir d'un reportage. C'est ces années Canal+, Mad Max, avec des reportages, on va dire, extraordinaires. On s'est procuré juste un petit extrait. C'est le moment où, c'est vrai, où il faisait quand même pas mal de choses. Didier a fait rentrer un loup, un vrai loup, dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille. Mais pas le vestiaire rempli avec tous les joueurs. Jean-Pierre Papin, tout ça. Il a mordu quelqu'un, le loup. Mais non, mais imaginez aujourd'hui, je sais pas, dans le vestiaire du PSG. Je pense que Dominique peut essayer de le faire dans le vestiaire du PSG, non? On aura ça parce que c'est un souvenir prégnant de Roland Courbis. Virginie, vous avez la une de l'équipe. On me dit tout de suite de la passer parce que la une de l'équipe, c'est notre Didone qui est en une. Il nous a tellement marqué, il nous a tellement apporté qu'on était obligé de faire une spéciale pour lui. C'est notre président à vie, Didier Roustan, c'est notre président éternel.
Voilà, président, elle est belle la photo, elle est magnifique. Maradona. Il n'était pas présent sur le plateau parce qu'il est rentré à Bordeaux, à son domicile, c'est Johan Micou. Quand on parle de Didier et Johan, il y a quelque chose, voilà. Moi souvent, on me dit souvent, Didier c'est ton chouchou, c'est ton chroniqueur préféré. Je dis non, pas du tout. Si vous êtes dans les parages, je dis que c'est Johan, enfin voilà. Johan, votre lien avec Didier, ça a été tout de suite un coup de foudre. Expliquez-nous, mon cher Johan. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Oui, tout d'abord, j'aurais aimé être avec vous en plateau, mais c'est vrai que j'ai dû partir sur Bordeaux, donc ça me fait plaisir de participer à cette émission parce que vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, Didier. Le coup de foudre, non, moi je l'ai connu déjà quand j'étais gamin, à 15-16 ans. J'ai entendu sur le plateau, on parlait de ses reportages à l'époque. Et moi, ça m'a toujours marqué parce que des reportages, alors je ne vais pas attaquer les journalistes, loin de là, hein, rassurez-vous tous sur le plateau, mais il y avait des reportages classiques, quoi. Et il y avait un reportage qui m'avait marqué, c'était le reportage qu'il avait fait avec Cantona en Angleterre, qui était dans un taxi, quelque chose d'improbable en fait. Et la première image que j'ai de Didier, c'est celle-là, c'est-à-dire que je vois un journaliste interviewer un énorme joueur comme Cantona, dans des positions qui me paraissaient improbables, quoi. Et je me suis dit, mais qui est ce mec, en fait? Et là, je te parle de ça, je devais être... je ne sais même pas si j'étais majeur. Et je me suis dit, mais c'est génial d'avoir ça à la télé, quelqu'un qui arrive à faire ce genre de truc avec des joueurs aussi importants et les amener dans ce qu'il voulait, dans son délire, dans cette poésie, ce romantisme qui le caractérise, et d'essayer d'amener ces joueurs et de les convaincre à faire ce genre de reportage. Donc moi, mon premier coup de foot, ça a été celui-là. Et après, j'ai eu la chance de naître à Cannes. Comme lui a pu vivre à Cannes, moi, j'ai eu la chance ensuite de pouvoir être professionnel. Et le lien, il date de... Je devais avoir une vingtaine d'années quand j'ai commencé à côtoyer, à connaître un petit peu Didier. Donc ça fait énormément de temps que je peux le connaître et c'est déjà une chance énorme d'avoir pu rencontrer cette personne-là. Et c'est même grâce à lui, si j'ai une anecdote, c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui avec vous à l'équipe, parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer le responsable à l'époque et qui m'a amené vers l'équipe. Donc voilà, tout ça c'est à la fois magnifique et ce matin quand j'ai appris ça, c'était terrible, quoi. Vous êtes déguisé en Didier, là, vous avez fait un bel hommage, là. J'ai l'impression que ce cuir est un cuir roustagnat, mon cher Johan. Hein. Eh ben ouais, je me suis habillé à la Didier, quoi, ce soir. J'espère que je lui rends hommage et que d'où il est, il peut me voir et que ça lui fait plaisir. J'ai essayé de tout mettre ce qui ne pouvait pas aller ensemble, en fait. Donc, c'est bien, ça va? Ça vous plaît ou pas? C'est réussi. C'est le dress code. C'est réussi. Oui, vous vouliez abonder Oui, mais c'est normal que je pense qu'ils se soient trouvés tous les deux parce qu'il y a une filiation dans l'amour du foot. Je pense ils partagent une vision. Pour moi, romantique et presque utopique du foot. Alors, utopique, faites gaffe, parce que là, il va vous sauter dessus. Oui, mais pour moi, c'est un compliment. Hein, c'est un compliment. Ouais. Didier, pour moi, il a essayé de ramener le foot vers l'utopie, ce qu'il n'aurait jamais dû lâcher. L'utopie, le rêve. Aujourd'hui, le foot, il est aux mains des financiers. J'aurais voulu qu'il nous parle de l'élection de Vincent Labrune. Didier, je pense qu'on serait pissé dessus. Et je pense qu'il défendait, contrairement à ce qu'on dit, il était nostalgique. Non, il aimait le foot d'aujourd'hui. Il décortiquait Guardiola. Il regardait toutes les nouveautés tactique de tout le monde, mais il a toujours été amoureux d'un foot qui ne veut pas laisser aux mains des financiers, aux mains du business. Et je pense que Johan, il retrouve chez Didier ça, quoi. Parce que Johan, je pense qu'il rien ne le fait plus chier que le foot qui est devenu une espèce de machine ultra-libérale et qui parle plus de jeu, de foot, d'offensive, de slasher, de rêve, d'émotion. Jo, l'affiliation, vous la validez? Ouais, je suis pas souvent d'accord avec Dominique, mais là je le suis. Peut-être qu'il ira jusqu'à la 900e, comme j'ai dit la dernière fois qu'il n'irait pas, mais bon, il va peut-être faire 900 à l'émission avec lui. Mais non, mais il a raison, ouais, Didier, c'était ça, quoi. C'était... Moi j'ai aimé aussi le foot par rapport à des gens comme Didier, parce que c'était quelqu'un qui allait dans des combats qui étaient peut-être perdus d'avance, mais il y croyait tellement qu'il emmenait énormément de gens avec lui.
Il a essayé de monter un syndicat des joueurs avec des grands noms comme Cantona, Maradona, etc. T'imagines, il est allé voir ces mecs-là et il leur a parlé et les mecs l'ont suivi, quoi. Donc c'est qu'il avait une capacité de persuasion pour amener les gens vers quelque chose de juste. Et malheureusement, ça n'a pas pu aller au bout parce qu'on sait très bien qu'il y a des pouvoirs qui sont peut-être trop puissants, mais il a essayé, il a fait foot citoyen aussi pour essayer d'aider les mecs qui étaient au plus bas. Donc c'était quelqu'un qui, par sa passion, son amour du foot, du jeu, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, voilà, ce côté romantique où on se dit, on va garder ce football-là, il faut le garder à tout prix. Et c'est quelqu'un qui s'est battu toutes ces années-là pour ça. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer cet état d'esprit-là. Et tout à l'heure, je suis tombé sur l'intervention de Bertrand Latour dans l'équipe de Greg, qui m'a fait pleurer, quoi, parce que je trouve que, en fait, j'espère que la jeune génération pourra s'inspirer de ce qu'a fait Didier et essayer de garder ça. Quand tu entends des gamins de 30 ans parler comme il a pu le faire tout à l'heure, je me dis qu'il a quand même mis une empreinte dans ça. Donc j'espère que ça... on va continuer ce combat-là en espérant se battre pour que le football reste ce qu'il est, c'est-à-dire la base. C'est pour ça que nous tous, on en parle et que nous tous, on est autour de ce plateau-là. C'est parce que ça nous amène des émotions, quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. Et on a plutôt tendance à l'oublier aujourd'hui. Et Didier essayait de le rappeler régulièrement. Moi, j'étais son adjudant à côté en essayant d'aller dans cette voie-là. Et je pense que ce qui me fait plaisir, c'est que même dans les jeunes générations, il les aura marqués en espérant que on continue ce combat-là et que ce football-là, on retrouvera ces émotions-là, quoi. On voit que Jo, c'est vraiment l'héritier de Didier parce qu'il peut même être un petit peu long. Toi, Étienne Ouati, en général, tu fais assez court. C'est vrai. Virginie, on a Jo, on a Olivier qu'on a écouté, mais il y a eu beaucoup de joueurs de légende qui ont réagi à la disparition de Didier. Vous pouvez nous faire une petite compilation, Virginie? Il y a eu Michel Platini, au journal L'Équipe. J'aimais beaucoup Didier, c'était un amoureux du football et un révolutionnaire du journalisme. Il a commencé sa carrière avec notre génération à Téléfoot et en commentant les matchs de l'Euro 84. On était copains, mais pas amis. J'étais sûrement un peu trop normal pour lui. Luis Fernandez s'est exprimé aussi. Quelle tristesse, quelle peine. Mon ami depuis 40 ans, Didier Roustan, est parti cette nuit. Un vrai personnage, un passionné de football, un homme vrai. Je t'ai toujours aimé, mon Didier. Tu vas terriblement me manquer. Toutes mes pensées à sa famille. On a un mot du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Ouais. Didier aimait le jeu et les joueurs, les stades et leurs ambiances. Je me souviens de nos discussions quand il travaillait pour la chaîne de l'Olympique de Marseille, dont j'étais alors l'entraîneur. Sa passion pour le football nous manquera. Michel Denisot, avec qui Didier a longtemps commenté, il avait une forme de passion totale. Je ne dirais pas naïve, mais toujours avec les yeux de l'amour pour ces joueurs-là. Il ne s'est jamais compromis, il avait une sorte de vision pure du football et il est toujours resté très indépendant. C'était un oiseau sur la branche, mais un très bel oiseau. Il n'a jamais eu la moindre aigreur, juste une vision précise de la vie, de sa vie. On revient sur ce dernier commentaire de Michel Denisot. Finalement, presque la boucle est bouclée par rapport à l'intervention de Johan, par rapport à la petite graine sur le jeu, sur l'émotion, sur même la qualité du bien jouer au football, du jouer collectif, qui nous procure des émotions. Vous voulez intervenir? Oui, alors je voulais même intervenir. Finalement, c'est un peu sur les réactions des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai reçu beaucoup de messages d'Afrique. Ah ouais? Ah ouais, j'étais impressionné. Et même de dirigeants, même par exemple le président de l'AS Vita Club, un club de RDC. Et le problème de quelqu'un. Ouais. On vous laisse un peu tranquille. On vous laisse un peu tranquille. Vous allez revenir. Il y a une autre réaction avec quand on parle de Didier, quand on l'associe au champion. Il y a Eric Cantona. Eh oui, il y a Eric Cantona. Grande tristesse d'apprendre la mort de Didier Roustan. C'était pour moi le plus grand journaliste sportif. Intelligent, vif, avec un grand sens de l'image. Nous avons fait tant de choses ensemble, dont la création du premier syndicat de joueurs avec Maradona. Il va me manquer. Repose en paix, mon ami. Merci beaucoup. Il faut que la jeune génération dont parlait Johan aille voir ce que Didier faisait avant l'équipe du soir. Parce que l'écriture, vous avez parlé de Mag Max,
je pense qu'il a inventé un ton en télé, une écriture différente par rapport au journalisme de sport. Et je pense que ces jeunes, aujourd'hui, avec les accès sur YouTube, tout ça, je pense qu'il faut qu'ils aillent voir les trucs des années 90 de Didier, notamment à Canal, parce que moi j'ai grandi aussi avec ça, et je pense que c'est très différent, c'est anti-formaté. Ah oui, en fait, voilà. le mot de Didier, il aimait pas ce qui était formaté. Pas le foot formaté, le foot préconçu, prêt à réchauffer, micro-ondes. Il aimait tout ce qui était libre. Lui était libre, un peu anarcho, un peu anarchiste, un peu rêveur, comme il s'habillait, parce qu'on rigole de ses tenues. Il arrivait parfois en claquette à l'émission, mais il était vraiment comme ça, quoi. Hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il rigolait pas. Hein. Lui, ses chemises, il les adorait. Hein. J'allais vous coincer, Dominique, parce qu'en disant il a ouvert une voie au reportage sportif, c'était... Moi, je trouve qu'il est inimitable, parce que c'était lui-même. Je me souviens d'un reportage qu'il avait fait. Ah oui, il avait de la chance, hein, parce que juste avant la saison 2011-2012, il me dit, tiens, je vais suivre Montpellier. 2011-2012, c'est l'année du titre. Et donc il fait ce reportage. Moi, j'ai une culture du reportage, quelque chose, on va dire, d'extrêmement formaté. Vous savez, le reportage arrive, documentaire, avec une sorte de mini-clip, là, de mini-bande-annonce qui arrive. Bon, bah, c'est comme ça se fait, puis c'est plutôt bien. Lui, c'est pas du tout. Il y avait des... Non, mais il y avait des temps, il y avait des grands... Moi, je me souviens d'une séquence où il filme Younes Belhanda, donc joueur de Montpellier. Il est dans le tunnel à l'Escure à Bordeaux. Il a un ballon, il jongle, c'est tout. Mais la position de la caméra, voilà. On voit donc juste Belhanda, un ballon, juste l'amour du ballon, et tout est dit. Il y a, je crois, très peu de musique, très peu d'effets, très peu de choses, mais c'est quelque chose d'assez brut, assez saisissant. Après, il y avait toujours les animaux avec Didier. Là, on était dans la Camargue, c'est le taureau camarguais, il y avait Louis Nicolas, mais dans cette narration, mais comme parfois, quand il prenait la parole avec ses parenthèses, il avait quelque chose de, voilà, de pas de formaté, vous avez raison, mais alors est-ce que c'est une direction pour la jeune génération, stop au format? C'est juste parce que je pense qu'on est dans un monde de chaînes d'infos où tout est un peu similaire, répété, tout le monde se copie, bien sûr, et que lui était pas là-dedans. C'était pas une coquetterie, c'est qu'il dézoomait pour remontrer autre chose. Je pense qu'il a élargi la focale de pas mal de gens du public ou de journalistes de sport qui se sont dit, tiens, on peut raconter le sport autrement. Et la musique, parce que c'était un journaliste qui était fan de musique, de rock. On a mis ses meilleurs tubes lorsqu'il commence à chanter. Et l'un des premiers. J'espère qu'il y a du Daniel Guichard. Sur les sujets, d'ailleurs. De rock et de Daniel Guichard, quand même. Et Daniel Guichard, on en parlera. Oui, c'est un chanteur, imitateur, enfin, voilà, c'est un peu comme ça. Hervé, est-ce qu'on est remis? Oui, je disais que ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de messages que j'ai reçus d'Afrique, de journalistes africains, qui m'ont envoyé, bon, pareil, comme pour vous, condoléances, etc. Oui, on a l'impression qu'on est dans une famille. Voilà, on est la famille, mais on est la famille. Et j'étais vraiment touché, ça, même des dirigeants africains qui m'ont appelé, qui m'ont dit Hervé, etc. Et là, je me suis dit, l'impact qu'il a pu avoir ailleurs, à l'extérieur, parce que je ne parle pas de gens qui sont d'origine africaine, qui vivent en France. Ce sont vraiment des journalistes en Afrique, notamment, et je pense qu'au Cameroun, par exemple, son décès a dû faire beaucoup de mal à beaucoup de journalistes. Il y en a un de mes amis là, qui m'a envoyé un long post qu'il a fait sur Facebook, justement, un grand journaliste camerounais, parce que Didier Roustan, c'était une image qui avait dépassé le cadre. On est un football citoyen, c'est football un peu mondial, en tout cas dans les pays francophones. Bien sûr, dans les pays francophones. Et ça, moi, je m'attendais pas à voir autant de réactions de la part de gens qui me semblaient peut-être éloignés de ce qu'on est nous. Il était sur TV5 en plus. Oui, bien sûr. Et moi, à la CAN, par exemple, je lui disais, tiens, je t'ai entendu, parce qu'il commentait les matchs quand j'étais à la CAN. Et lui, il avait toujours, quand j'étais à la CAN, son premier truc, parce qu'on parle de Cannes tout à l'heure. Cannes, la ville, pas Cannes, la Cannes. Et il me disait toujours, bon, et tu dis bonjour à Bécanois. Donc, Michel Dussuyer, ne jamais oublier de dire bonjour à Michel Dussuyer, le gardien, Hervé Renard, évidemment, et dire la Cannes Connection. Ok, bon, on va finir par cette anecdote-là. Quand Didier Roustan a un art consommé pour faire dérailler les émissions, il dit quand même quelque chose, ça, vous ne tombez pas de votre chaise. Ah non. Quelques morceaux choisis, puis le casting va tourner. Voilà, allez, à tout de suite. C'est incroyable. On dirait Bernard et Didier qui font une partie le week-end. Ouais, mais c'est Bernard qui est tombé. Avec son gros cul. Oh non, oh non. Non Didier mais bien sûr que non. Didier, mais évidemment que non. On peut pas dire ça. Bernard, une réponse? Non, parce que je n'étais pas très bien placé, parce que je n'avais pas entendu dans l'oreillette ce que m'avait dit Arrigo Galtier. C'est signé pour certains joueurs. On va détendre un petit peu l'atmosphère. Mais non, mais où tu... Bon, enfin bref. Parce que Valentin Esséric a trouvé un nouveau club, Didier Roustan. C'est tout de suite, c'est signé. Mais ça, on s'en fout.
bonsoir. Je m'échauffe. Vous êtes sûr? Oh, oui, c'est bien. On lui donne des consignes, mais quel acteur! Le fait d'avoir perdu contre, a priori, Dommage, on rentre l'équipe. en Angleterre tout de suite après. Mais quoi. t'es qui, toi, je parle, là? Mais t'es qui, toi? Ça vaut le coup d'en reparler dans la deuxième partie. Pas pour moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire rien. Les brigades. Bah ouais, tu te fais couper après. Je vous fais couper. Mais Didier, mais parfois, mais le prochain qui me coupe, il va morfler. Oula, je te dis, moi déjà, je joue à droite. Bon, alors je vais dire, toi déjà, tu vas pas me casser les couilles. Je sors par d'autres mains innocentes. Mbappé. Premier but. Deuxième but. Troisième but. Et Raï, c'était spécial. Raï, il avait un jeu particulier aussi. Oui, mais moi je dis Raï. Vous êtes algérien ou quoi? Non, mais je dis Raï. Il est champion du Brésil en 84. Raï, c'est un très bon copain. Chaque fois que je le vois, je l'embrasse. Je dis, ça va, Raï? Il m'a jamais dit, on dit Raï. Il m'a dit, bon, il m'appelle Raï. Tu vas pas emmerder quand même. Le président, c'est toujours Didier Roustan. Bonsoir, Non, président. Comment ça va? Le président, c'est Laurent Blanc. Enfin, là, oui. L'équipe du soir, c'est qui? La Céleste. Un jour, imaginez, si on arrive Laurent Blanc, si vous êtes conviés à nos discussions, qui est président? Le président Blanc ou le président Roustan? Non, Laurent Blanc pendant la place de Manu. Champion du monde, c'est là. C'est dans ma diagonale. Je préfère conclure tout de suite cette émission. Voilà. Kylian, seul balle au bord. Je fais ce que je veux. Et voilà, et un avocat débarque sur le plateau. Non, il n'y a pas de procès. Sur la chaise à côté d'Hugo Guillemet, notre père fondateur, Maître Bretagne, Thierry Bretagne. Oh, Thierry, installez-vous avec Bernard, Lyon. Tu vois ça de là-haut quand même. Hugo Guillemet. Tu dois pas être fier de nous, hein, parce que... Bernard, Benjamin Corrèze, Dave Apadou et Mélisande Gomez. Est-ce que vous êtes installé, mon cher Thierry? Attends, mon gros cul. Voilà. Bon, place. Voilà. On va juste faire un gros bisou à Joanne Micou parce qu'on l'a fait parler, puis je ne vais pas dire au revoir. Il y a eu un petit truc, un petit message, encore un petit truc à nous dire sur Didier. En fait, triste. Moi, je suis particulièrement triste, ému et même tellement un peu ravagé par l'émotion. Mais en tout cas, ce que je vois, ça ressemble à ce que vous êtes encore au top, parce que ça ressemble à ce que Didier voudrait. En fait, on est à la fois triste, mais à la fois on a envie de rire avec lui par rapport à toutes les conneries qu'il a pu faire sur le plateau. Et bravo à vous de montrer ça, parce que c'est vraiment Didier qu'on voit là. Voilà, je vous embrasse tous. Eh ben, on vous embrasse. Et on vous aime. Hein? On va vivre sans lui, mais... Allez. On vous embrasse. Je me retourne vers... Je vais vous appeler les pères fondateurs. Hein. Vous avez la pression. Hein. C'est Bernard et Thierry. Vous étiez la première de l'équipe du soir, surtout vous, Thierry. Première saison également, Bernard. Ouais. Vous, c'est la première fois que vous croisiez la route de... C'est la même question. Thierry, je ne sais pas, vous connaissez... du soir, mais c'est la fin pour moi. Moi, je rencontre Didier pour la première fois dans les années 80. Il est dans un service des sports déprimé. TF1. TF1, avec M. Denisot, qui est rédacteur en chef adjoint à l'époque, M. Lelio, qui est rédacteur en chef adjoint, et un mec qui déteste Didier, qui déteste l'originalité de Didier, sa personnalité, son écriture, parce que Didier a une écriture déjà, et qui s'appelle François Janin, paix à ses cendres. Eh bien, Didier commence... Moi, j'ai envie de l'appeler... DJ Roustan. Pourquoi? Parce que il met de la musique à l'intérieur du football. Il filme le football comme jamais il n'a été filmé. Et il est un personnage principal en 1 minute 30, parce qu'il fait des jingles au début, des petites virgules extraordinaires. Et je me dis, ce mec, il tiendra jamais la distance. À Magmax, en 90, il fait 43 minutes sur Karim Abdul-Jabbar. Il rentre, on en parle ensemble, évidemment, et il me dit, j'ai 3 heures de bande avec Jabbar, qui dit pas un mot, qui est un autiste. C'est extraordinaire. Il a fait de l'infiniment petit et du démesurément, j'y arriverai. Didier, tu me pardonnes? Non, grand. C'est tout. Bernard, vous, alors en 1980, comme on a le même âge, vous ne pouvez pas rencontrer Didier Roustan, vous le rencontrez à travers le poste, comme moi. Première fois que vous avez rencontré Didier, c'était à l'occasion de l'équipe du soir, ou il y avait peut-être des petites choses? La première fois que je l'ai croisé, c'était dans un ancien siège de l'équipe, pas très loin là, de l'autre côté de la Seine, à Issy-les-Moulineaux, où je voyais tous les matins un monsieur pas très bien fringué, en claquettes, pieds nus, moitié
il faisait froid, il était en t-shirt, il rentrait, il venait à la réception, il venait prendre l'équipe. Et j'étais toujours un peu intrigué par ce personnage. Puis à un moment, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est Didier Roustan. Et Didier Roustan, pour moi, c'était l'œil du tigre. C'est ce fameux reportage qu'il avait fait sous la bande de son de Rocky Balboa avec Luis Fernandez. C'était quelqu'un qui pouvait faire sortir les Messins qui avaient perdu... non, c'était la finale, après la finale Metz-Sochaux, où ils sortent tous du Lido, il fait rouvrir le Parc des Princes, il fait retirer le pénalty... À Madar, qu'il avait raté. Ouais. Et il se pointe à 8h du matin à TF1, ils font le montage, et il le diffuse à Téléfoot. Et je dis, mais ce mec-là, c'est un extraterrestre. Et pour moi, qui était jeune journaliste, et qui le voyait comme un monument, en fait, je me dis, mais c'est ça Didier Roustan. Et après, j'ai appris à le connaître, et même intimement, en dehors de nos relations professionnelles. Et je me suis rendu compte que c'était un homme très dilettante, un peu dandy, mais extrêmement structuré, réfléchi et intelligent. Et puis ce que j'ai surtout le plus aimé, je m'arrêterai là-dessus, sinon je fais du Roustan, je fais toute l'émission, c'est que c'était une gueule, c'était une voix, un ton libre, une conscience, et surtout c'était un homme libre. Ouais. Et moi je place la liberté au-dessus de toutes les valeurs, et c'était un homme libre, et c'est un peu comme a dit Thierry Bretagne. Je vais juste corriger, ce soir c'est moi qui vous corrige, dilettante, faux dilettante, hein, parce que moi je le connais... Mais dilettante structuré. Ah oui, mais dilettante structuré... On a vu la photo là avec... Non, parce qu'en 99, quand il débarque, quand il doit sortir les émissions, je peux vous le dire que le Didier, avec le magnétoscope, toute la nuit en train de regarder, de structurer une image, je me souviens un jour... Il avait l'art de regarder. Alors, c'est des images d'agence. Des images d'agence, c'est quelques courts extraits de matchs. Puis un jour, il m'appelle. Et il me dit, t'as vu le but, là? Ouais, je vois le but. Il y avait un but marqué par Romario. Il est bien? Ouais, il est bien. Moi, j'avais rien vu. Je dis, mais non. Il est extraordinaire. Regarde l'appui de Romario, où t'as un ballon qui arrive. Il est appui pied gauche. Et il arrive à... envoyé du pied droit, fouetté comme ça. Donc la position, moi j'avais pas vu, j'avais rien vu même, on peut le dire. Il dit, tu vois, ça c'est Romario, tout ça. Je dis merci Didier, je vais me coucher. Ça, je vous raconterai l'anecdote. On a vu la photo de la rencontre qu'on avait organisée à l'équipe entre Dominique Rocheteau et Didier Roustan. Je pense que ça résume, voilà, c'est cette photo qui résume tout. On revient, mais là, tout d'un coup, spontanément, puis c'est pas les premiers témoignages qui nous parlent Didier, c'est pas, on va dire, l'éditorialiste, c'est pas l'historien, c'est le reporter. Mais j'aimerais entendre Hugo, j'aimerais entendre Benjamin, j'aimerais entendre Dave et Mélisande sur les souvenirs. Vous, spontanément, c'est ça ou c'est autre chose? Mélisande? Moi, les souvenirs que j'ai de Didier, c'est Véronique Sanson, beaucoup, parce qu'il a beaucoup chanté Véronique Sanson et on s'est beaucoup échangé des paroles de Véronique Sanson. C'est vrai? Oui, bien sûr, parce qu'il a une énorme culture au-delà du football. On parle beaucoup de foot et c'est normal, mais c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et sur la musique notamment, et y compris la chanson française, la bonne variété française, dont Véro, que nous appelions Véro. Et il y avait, je trouve, chez lui... Il aurait pu être intimidant par rapport... Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais pas grand-chose dans le métier. Et lui, il était Didier Roustan. Mais c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intimidant parce qu'il avait un regard sur tout, à la fois ses collègues de travail, sur les joueurs de foot, sur le foot, sur toute la vie en général d'un vrai romantique et d'une grande bienveillance. Et moi, j'ai toujours aimé sa manière d'analyser et de penser le foot, qui dépassait largement les analyses qu'on peut avoir de celui qui gagne à raison et de celui qui perd à tort. Parce que celui qui gagne, il arrivait quand même à trouver à redire, et inversement, dans la défaite, le perdant avait toujours quelque chose de magnifique avec lui. Et je me souviendrai de sa bienveillance et de sa culture et de son énorme connaissance des paroles de Véro jusqu'au bout. Et je me souviens, la dernière fois, on avait eu un débat, et je trouve que ça le résume bien sur Marquinhos. Ouais. Et on avait tous les deux été un petit peu intrigués par cette question, parce que Marquinhos avait pleuré dans une interview après une question de Thiago Silva sur le fait qu'il a joué avec Thiago Silva. Je tiens le coupable, c'est moi. Voilà. Merci. Et fallait-il retenir l'émotion de Marquinhos ou son émotivité? On avait trouvé ça. Et la question était géniale. Voilà. Voilà la question, parce qu'évidemment que l'émotivité pour Didier, c'était évident que ça n'enlevait rien au champion. Évidemment que non, au contraire, puisque le champion devait être un homme, parce que lui, il était extrêmement humain dans le regard qu'il avait sur nous tous, et y compris sur les grands champions. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à construire les relations qu'il a réussi à construire avec eux, parce qu'il les regardait comme des humains, avec les défauts qu'ils pouvaient avoir, leurs truculence comme lui en avait. Et c'est ça qu'on retiendra tous, parce que c'est une vraie chance de l'avoir côtoyé. Dave Apadou,
Je vous sens ému à l'évocation de Lisandre Gomez et Didier Roustan. Je vais vous remettre un peu la banane. Non, mais on n'a pas l'extrait. Mais non, mais j'ai pour moi Dave Apadou associé à Didier Roustan. C'est Dave qui commence en disant bon, je vais jeter un voile pudique. Il parle de Bakary Sagna. Et alors le voile pudique, genre, il est pas mal, il est physique, mais il s'est pas centré, c'est machin, on l'a pas vu, machin, voilà. Et Didier le coupe, il dit, écoute, Dave, si un jour tu parles de moi, évite d'abord de jeter un voile pudique. Parce que tu vas me démonter. Pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup repensé à ces petits moments, parce que en fait, c'est des petits moments, de désaccord, de frottement, voilà. Et puis des moments où je le trouvais, mais vraiment, c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Et voilà. Benjamin, Hugo, alors c'est les petits derniers de la bande. Là, il y a un truc, c'est impressionnant d'être face à Didier Roustan. Franchement, mes deux gaillards, vous cachez bien votre jeu. Hein. Enfin, je ne vous ai pas senti. Pour reprendre ce que disait Mélisande, il avait ce côté-là hyper accueillant en fait, et bienveillant, et il se mettait à la. En fait, il respectait les gens, mais tous de la même manière. Et Jo parlait tout à l'heure de la trace qu'il laisse chez les jeunes générations, chez les très jeunes générations, parce qu'il y a eu énormément d'hommages de gens aujourd'hui qui ont entre 25 et 35 ans. Mais il était présent sur Twitter, hein, oui, déjà. Mais c'est pas seulement ça. Nous, on n'a pas grandi avec Didier Roustan, on a grandi avec ceux qui ont grandi avec Didier Roustan. Donc Didier Roustan, quand on arrivait dans le métier, c'était le mastodonte de nos dinosaures à nous. Et pourtant, ça a été celui qui a été le plus accessible pour tous ceux qui sont arrivés ici. Et même pour tous ceux à l'école, tous ceux qui lui rendent hommage aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils ont fait leurs premiers travaux à l'école, quand ils ont fait leur premier reportage, quand ils ont dû faire leur première interview de quelqu'un du métier, le seul qui répondait, c'était Didier. Il y en a qui se sont retrouvés chez lui à faire des interviews de 20 minutes qui duraient 4 heures. Et en fait, tout le monde en garde un souvenir pour la vie, même ceux qui ne sont pas devenus journalistes. Et pour moi, c'est ça qui va rester, c'est qu'il a... Enfin, le premier souvenir que j'ai, j'avais monté un blog avec un pote et personne ne nous répondait. Même des journalistes qui étaient inconnus. Et Didier Roustan, lui, il nous a donné plusieurs heures. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait ça avec tout le monde. Et c'est impressionnant parce qu'il gagnait rien finalement, mais il avait une telle passion à transmettre que c'était émouvant. Il parlait tout le temps d'amour en plus dans ses réponses. Il disait voilà, n'oubliez jamais d'aimer. C'était un peu, il avait des réponses un peu philosophiques en fait, presque parfois. Et je pense qu'il a marqué beaucoup de jeunes. Ouais. Tiens, il est en train de faire Steven Seagal là. Je crois qu'on va regarder à un moment cet extrait parce qu'il y avait également une passion, mais au deuxième degré pour Steven Seagal. Benjamin. Je peux que souscrire à ce qu'a dit Hugo. Tu parlais d'intimidation avant la première émission. Moi, pour le coup, je me suis dit, mais devant qui je vais être Je vois cette gueule, cette voix, évidemment, qu'on a tous en tête encore aujourd'hui. Et je me dis, comment il va m'accueillir ? Est-ce qu'il va me rentrer dedans, ne pas laisser la parole? Et au contraire, j'ai rencontré quelqu'un... Vous ouvrez ce soir un monde inconnu, les copains. Très chaleureux. Mais il mettait vraiment le pied à l'étrier. Et ça allait au-delà de ça, parce que très rapidement, il a pris son téléphone pour m'appeler sur des articles que j'écrivais au Parisien, pour savoir... chercher un peu plus loin, toujours cette curiosité à se dire tiens, j'ai vu que tu avais écrit ça dans le journal ce matin, mais sur cette phrase-là, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu n'as pas pu dire peut-être? Et moi, je veux le savoir. Je veux savoir ce que tu cachais sur cette phrase. Et ça nourrissait évidemment ces podcasts, parce qu'il n'y avait pas que l'émission de l'équipe du soir. Et moi, j'ai ces souvenirs-là, évidemment, ces appels, ces textos. Et on parlait de transmission. Voilà, on peut rassurer Jo. Et c'est vrai qu'encore une fois, il faisait référence aux mots de Bertrand qui était magnifique tout à l'heure. Je pense effectivement qu'il a marqué, il a traversé les générations, il nous a touchés, nous les jeunes, effectivement, et voilà, on se rappellera bien évidemment de Didier, de tout ce qu'il peut être, de ce narrateur hors pair, parce qu'évidemment, on prenait plaisir à écouter ses histoires. Il a connu le journalisme comme nous, on ne le connaîtra certainement jamais. Non. Et ses déplacements professionnels, enfin j'ai une anecdote qui me vient, quand il était en Roumanie, au pays de Dracula, et il est en pleine forêt, il ne sait pas comment il va rentrer, il voit des gens au bout du bois, et il se dit bon, faut pas que j'y aille parce qu'ils vont me ligoter, il va se passer un truc.
Et puis finalement, il est tellement sympathique, tellement agréable, que ces gens-là, au bout du bois, lui ont donné le chemin, et puis ils lui ont dit, tiens, il y a même un hôtel là-bas. Non, pas du tout. Ils lui ont même donné des sous, à la limite, tellement il était sympathique. Non, mais voilà, c'était ça, Didier. Et bien évidemment, ce matin, ça a été une profonde tristesse, un choc, et pour être honnête, j'y crois toujours pas. Parce qu'il n'a jamais oublié qu'il était jeune. Qu'il a été jeune, il est resté jeune. Il a commencé très très tôt, à une époque où quand même c'était des gens installés et il n'y avait pas autant de jeunes dans les rédactions. On verra sa première télé dans quelques minutes. Ouais, et je pense qu'il a gardé ça, cet esprit jeune, et là sans cesse. Moi, ce qui m'a toujours impressionné chez lui, c'est qu'il y a toujours cette volonté de se renouveler. Tu parlais de son arrivée sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. Et c'était quelqu'un de moderne qui vivait dans son monde, mais les deux pieds bien dans la réalité. On va donner la parole à Eric Wildermann qui ne pouvait pas être là ce soir. Eric, j'avais un œil sur l'écran de contrôle. Bonsoir Eric. Bonsoir. Je trahis un petit secret, je vous voyais écrire 2-3 petites bafouilles comme ça, des petites choses. C'était quoi vos notes, mon Eric? En fait, j'avais deux Didier qui me revenaient, et puis dans ces moments d'émotion, j'avais peur d'oublier un des deux Didier, parce que il y en a un avec qui j'étais en osmose totale, c'était le Didier Sepia. C'était le Didier qui me faisait parler de l'Ajax 71, 72, 73, qui aimait parler du Brésil 70, de la Roumanie de 1970 avec Mircea Lucescu, le sélectionneur. Donc, comme j'ai grandi en même temps que lui, et je dirais presque dans l'ombre de Didier, qui était pour nous tous jeunes journalistes, qui lui aussi était un jeune journaliste, mais il était à la télé, donc il nous faisait rêver, nous qui étions des journalistes en devenir de presse écrite. Et ce Didier-là, je l'ai vu évoluer avec les petites blessures, la blessure de l'arrêt Bosman qui a transformé le football de club, les blessures certainement du football de statistiques, lui qui était un instinctif, qui ressentait le football, qui n'avait pas besoin de se protéger par des données chiffrées pour l'expliquer, le football des agents, le football du business, et peut-être dernièrement aussi le football de l'arbitrage vidéo. Donc j'ai toujours eu la sensation d'un gars qui à la fois décryptait le présent, était visionnaire sur l'avenir, mais en même temps était profondément accroché au passé. Et en cela, c'est le Didier que j'aime. C'est un des deux Didier que j'aime. Et puis, l'autre Didier, c'est un Didier qu'on a partagé avec Karine Galli. C'est le Didier amoureux des animaux. Je ne sais pas si dans l'émission, parce que malheureusement, je suis en reportage du côté de Nantes. Là, je n'ai pas pu suivre toute l'émission. Mais c'est quelqu'un qui aimait profondément les animaux, qui ne supportait pas qu'on puisse leur faire du mal. Et on partage avec Karine et tous les trois, on partageait ça et on s'envoyait régulièrement des SMS sur WhatsApp, on communiquait. On était révoltés par ce qui pouvait se passer. Je pense que quelque part, le fait qu'il n'ait pas vu le massacre des 150 dauphins qui a lieu tous les ans aux îles Féroé, qui a eu lieu le week-end dernier, je me dis, bon, au moins il n'a pas vu ça et je sais que ça l'aurait rendu malade. Et c'est un combat qu'on partageait tous les trois ensemble. Et c'est un mec bien, c'était un mec bien, c'est tout, quoi. Eric, il y a un commentaire sur ce que vous venez de dire de Thierry Bretagne, je crois. Il avait une qualité extraordinaire, il pouvait être amoureux sans être mièvre. Et il n'était dupe, à mon avis, de rien, même pas de lui-même, et du jeu qu'il pouvait jouer. Et ça, moi, vous savez ce qui m'a frappé, une des dernières émissions, vous vous souvenez de cette émission où il est critiqué sur Facebook ou je sais pas quoi, les réseaux sociaux, où il prend des tombereaux d'injures. À quelle occasion? Et où, je me souviens plus, oui, sincèrement, où il dit, mais je vous emmerde, je continuerai à penser ce que je pense. Vous vous souvenez de cette émission? Moi, ça m'avait frappé, parce que ce mec est énorme, il a un siècle de télévision, c'est-à-dire qu'il part du début du feuilleton. Le feuilleton football commence avec Téléfoot. Ouais. Le match du vendredi soir, les deux matchs du vendredi soir, c'est eux qui feuilletonnent.
Et en plus, ils sont formidables parce que Sadoul leur file du pognon pour faire leur émission. Vous vous rendez compte quand même? C'est le monde à l'envers. C'est eux qui sont au début du feuilleton. C'est Et pas qui M. Labrie qui est créent capable de faire ça. l'histoire du feuilleton football. Avant, il y avait des reportages. Avant, il y avait les coulisses de l'exploit. Avant, il y avait le 5 colonnes à la une du sport. Avant, il y avait des matchs. Non, mais Thierry, ce que vous venez de dire, c'était Jean Sadoul qui filait du blé pour diffuser les matchs. Aujourd'hui, oui, c'est ça. La boucle est peut-être un peu bouclée. Oui, oui. Non, mais Sadoul filait du pognon. Et Giroud était furieux en disant vous allez vider les stades. Quel prophète. Dave, je vous ai senti un peu chancelant, donc j'ai voulu vous faire un peu sourire avec ce voile pudique. Je crois que je ne vous ai pas tellement entendu sur Didier, là, mon professeur. Vous avez quoi aujourd'hui comme souvenir, comme moment comme ça à nous raconter votre Didier à vous, quoi? Ça a commencé comme pour beaucoup d'entre nous l'enfance, mais particulièrement moi l'adolescence. Parce qu'il a fait une émission, on a beaucoup parlé de Mad Max, etc. Moi aussi, qui m'a marqué, mais Terre de foot. Et pour moi, Antenne 2. Voilà, exactement. C'était Antenne 2 à l'époque, effectivement. Et Terre de foot, pour moi, c'était une sorte d'idéal, en fait. Je me suis dit, OK, là, il y a l'émission de mes rêves, en fait. Il y a l'émission que j'aurais voulu faire. Moi, j'étais ado, etc. Et je me suis dit, quoi? Il y avait musique, reportage Exactement, voilà. Et puis sans frontières, en fait. C'est-à-dire que tu avais du foot africain, tu pouvais aller en Amérique du Sud. C'était l'évasion. C'était l'évasion. Exactement, voilà. Il y avait une idée d'évasion, et c'est ce qu'est Didier. Oui. Sans contrainte, sans limite, sans frontières, sans a priori. Et c'est ce qu'est Didier, finalement. C'était une espèce de voyageur du foot, un voyageur du temps aussi, c'est un passeur du temps. Et je disais ça à des copains, parce que, comme pour tout le monde, j'ai reçu des messages dans la journée. Vous aussi, on vous a présenté vos condoléances? Ouais. Oui, hein. Et c'est vrai, ça. Effectivement. C'est incroyable. Grosse pensée pour toi, etc. Courage. Et la famille. Exactement. Il y a un truc comme ça. Et du coup, on partageait avec Didier, enfin, je partageais avec lui, l'amour pour Maradona, qui est mon dieu à moi, et lui aussi. Et donc, il avait fait le plus beau reportage pour moi sur Maradona, c'était dans Terre de foot. Maradona, un truc où le fil le conducteur. Michel Platini argentin. Hein? Maradona, le Michel Platini argentin. Exactement. Où le fil conducteur était Maradona, il imaginait les dernières paroles de Maradona footballeur, c'est en 93, donc on n'est pas encore à la fin de Maradona. Oui, mais on n'est pas loin, on est au crépuscule. Et il imagine ces dernières paroles de footballeur, et c'est un nombre, 273 ou quelque chose comme ça. Et tout le reportage va être d'essayer de comprendre quel est ce chiffre que Maradona aurait dit. Une énigme, quoi. Une énigme. Ouais. Et qui résout, et à la fin d'ailleurs, et parce que je m'en souviens très très bien. Et l'énigme est résolue ou pas? Parce que là, alors en fait, l'énigme est résolue sans être résolue. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le bus qui emmenait Maradona quand il était petit à son club de foot. Le bus 273 Voilà, exactement. C'est du Citizen Kane, là. Exactement, le 273. Et en fait, Didier, dans sa narration, ne résout pas le truc. Il dit, j'ai senti que la réponse n'était pas très loin, mais je n'ai pas voulu lui prendre ça. Je trouvais que c'était magnifique. Enfin, il y avait une écriture chez Didier, il y avait quelque chose comme ça. Je lui avais refilé la VHS parce qu'il l'avait plus du coup, pour la numériser. Et en fait, moi, quand je finirai là-dessus, j'ai débuté le journaliste il y a un peu plus de 20 ans. Enfin, j'avais décidé d'être journaliste il y a un peu plus de 20 ans, et je me lançais en me disant, bon, je vais peut-être atterrir dans un journal municipal et peut-être je ne ferai pas plus. Mais dans le parcours que je rêvais, c'était pas d'être dans une telle ou telle émission. C'était, et j'ai jamais pu lui dire, j'ai pas osé lui dire, c'était de partager un jour un moment avec lui, un moment de rédaction. Ça aurait pu être la presse écrite, la radio, la télé. Et j'ai pas voulu lui dire parce que je voulais qu'il me voie comme un confrère, comme un collègue, et pas comme un... Fan. Exactement. Je lui dis maintenant. Bernard, vous aviez une histoire à nous raconter. On a dit, si on a le temps. Mais on a le temps, mon cher Bernard. Je vous non, parce que je suis repensé en regardant la photo. Parce que je revois des photos derrière vous. Je vous lance, Bernard, parce que comme vous avez 1000 idées à la seconde, vous allez me sortir un autre truc. Je vois Didier Roustan avec Dominique Rocheteau. Et je crois que cette rencontre-là, vous n'étiez pas pour ne rien, non? C'était ça? On l'avait organisé à l'occasion de la sortie de leurs 2 ouvrages. C'était le premier livre de Didier, Puzzle. Aux éditions Marat. Et Dominique Rocheteau, foot sentimental. Et c'est 2 contemporains, mais qui ne se sont pas beaucoup côtoyés, parce que Didier, il a commencé à la fin des Verts de 76. Donc il a toujours eu cette attache-là avec Saint-Étienne, mais il ne connaissait pas très très bien Dominique. Et on avait organisé
dans les salons. Au 8e message, un rendez-vous. Puis j'avais dit à Didier, on fera un shooting photo, viens un peu... habillé, quoi. Habillé. En ton, quoi. Et puis vous avez vu le résultat que ça a donné. Ah, c'était là Ah ouais. Et il est bien, là. Ouais. T'as bien fait de lui dire. Et puis Didier, fais-moi plaisir, sois à l'heure, parce que Dominique Rocheteau, il est hyper timé, parce qu'il était en pleine promo, et puis nous, on l'avait gardé pour un déjeuner et un shooting. Et en fait, à ma grande surprise, parce que c'est quand même quelqu'un de très ordonné, il est arrivé à l'heure, et pas Rocheteau. Et en fait, Rocheteau s'est perdu dans Paris. Merde. C'est-à-dire en sortant de... J'espère que Dominique m'en voudra pas, mais en sortant de la porte de Saint-Cloud, il s'est perdu. Et Didier, il me dit, c'est pas grave, on va aller le chercher. Et je dis, bon, on va prendre sa voiture. Bon, vous avez vu le gabarit que j'ai, Didier aussi. Et en fait, tu te rappelles la voiture qu'il avait? C'est une espèce de mini. Une petite mini, ouais, qu'il avait. Donc moi, déjà, je n'arrivais pas à comprendre comment il arrivait à rentrer dans la voiture. Et moi, je n'ai jamais compris comment je suis rentré dedans. Et on est parti porte de Saint-Cloud, on a fait le tour de la porte de Saint-Cloud. Jean-Yann et Pierre Tchernia. On a fini par trouver l'ange vert. On a fini par trouver l'ange vert. Et j'ai dit, mais comment on va le rentrer dans la voiture? Et Dominique, il s'est plié en 4. Et alors Didier s'est mis là. Et on est venus tous les trois au repas. Et je lui avais dit aussi, Dominique, c'est quelqu'un d'un peu sur la réserve. Timide. Oui, enfin sur la réserve, pas timide, mais sur la réserve. D'accord. Tu le laisses parler. Ne nous fais pas un monologue, c'est une interview croisée. Et il m'a dit oui. Et il a tenu à peu près 3 minutes. Oui. C'est beaucoup. Au bout de la 4e, il a commencé à faire un monologue. Donc je dis là, ça va être une interview et pas une interview croisée. Et chaque fois, je le coupais. Et j'ai dit, le prends pas mal, mais quand t'es trop long, je te coupe. Et donc je le coupais pour laisser parler Dominique. Et Dominique, il s'enfonçait un petit peu comme ça. Parce qu'il est... Et alors, Rostand, il était comme ça, il restait un peu interloqué que j'ose le couper. Dominique était un petit peu gêné parce que je le coupais à chaque fois la parole, sinon Dominique, il n'en aurait jamais placé une. Mais ça s'est très très bien fini. Et là où je dis c'est le côté très perfectionniste, derrière le côté un peu dilettante, etc., c'est que je pense que j'ai pas eu l'équivalent d'une personne que j'ai interviewée qui m'a autant cassé les pieds. Parce qu'il m'a rappelé à peu près 42 fois pour me dire t'as pas oublié de mettre ça, hein. T'as pas oublié de dire ça. Parce que je réfléchis, en fait, ce que j'ai dit là, il faudrait vraiment que tu le mettes, etc. Et j'ai dit, Dominique, ça fait... Didier, ça fait 30 ans que je fais des interviews, tu vas pas m'apprendre. Bon, tu me l'envoies quand même. Et je crois que même il est allé dans les services pour qu'on lui montre l'interview, pour qu'il choisisse la photo. Directement, il est allé voir les rotatives aussi. Voilà. Non, mais c'était... Et en fait, on lui a pas dit... Qui me pardonne, on lui a jamais dit le jour de parution de l'interview. Et je lui ai envoyé juste un texto pour lui dire le matin qu'elle était sortie. Salupio, hein. Le petit générique. Tiens, un petit coucou à Eric qui est en reportage à Nantes. Merci d'avoir participé, de nous avoir raconté votre Didier. On vous fait d'énormes bisous aussi. Puis on vous aime, Eric. Hein, voilà. Merci, mon cher Eric. Il avait tous les talents, Didier. Hein. Il était chanteur-imitateur. Chanteur-imitateur, c'est les morceaux choisis. Certains m'ont dit Daniel Guichard. Il chante du Daniel Guichard, avec des paroles improvisées. Les paroles, c'est pas du Thierry, hein. C'est pas du Thierry Bretagne. Hein. Le plateau tourne encore, mais regardez ces morceaux choisis. Chanteur-imitateur. Classé seul médicament nouni, ça comme ça, azou classé seul médicament nouni, au malade, tu connais pas Kassab? Je t'explique parce que tu dois pas parler créole. Le zouk est le seul médicament que nous avons. On a fait la guerre, qui a gagné, qui a perdu, je ne sais pas, je ne sais plus, on se retrouve les mains nues. C'est quoi, c'est Schalke? Non, c'est pas Schalke, c'est la musique indicative de la Ligue des Champions. C'est la résistance, quoi, tu vois? Oui. Enfant, entends-tu les Là, on n'est pas bien, là. on n'est pas bien. Excusez-moi, j'ai C'est Paris. Paris libéré. Ils ont été bien meilleurs que nous dans l'engagement. Voilà. C'était pas faute d'avoir prévenu les gars. On peut quand même mentionner aux gens. C'est Daniel Guichard. Ouais, mon vieux. Mon vieux. Sautez pas sur les corners, c'était le 8e, Mais après la guerre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous reste à faire la paix. C'est pas mal ça. Là, chacun fait ce qu'il veut avec sa bite. On peut faire une chanson avec ça. Chacun fait ce qu'il veut avec sa bite. On n'a pas été assez agressif, mais il pensait toujours comme ça.
Mon vieux, on n'a pas battu les 19e, mais le claquistico, lundi, on perdra quand même. Fais comme Julio un petit peu, Karine. Tu vois, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Et tu serres ce micro, et puis alors, quand tu mets tes bagouses, c'est terrible. Il faudra donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que vraiment, on est le M. Oh, Guy. Guy. Brassens, ça suffit. Ramayad, Ramayad. Tous les matchs de ce genre, c'est comme ça. Tous les matchs sont comme ça. On n'a rien inventé, mais vrai. Et pourtant, il est plus là. Excusez-moi, je vais... Papa. Il va pas parler. Sans déconner. Écoute-moi. Si Rama est revenu, écoute-moi. 83% de possession de balles pour Manchester City. Et Wigan qui est en division 3. Le grand Manchester City est tombé. Guardiola a fait des mauvais choix. Il doit dégager, c'est une truffe comme l'autre. Ça vaut pas du Daniel Guichard, mais c'est pas mal quand même. On est en Coupe du Monde. Enfin, c'est 2 minutes qu'il a commencé à faire. Vous commencez comme vous voulez, par le versant que vous voulez, on vous écoute. Plus qu'engagé, parce que il a monté Foot Citoyen, qui était le premier média finalement à parler de l'éducation. C'était suite aux problèmes de violence qu'il y avait eu dans le football. Il a décidé de lancer ce média. Donc nous, on avait l'Agence pour l'éducation par le sport, donc on a tout de suite naturellement collaboré. Et c'était une implication incroyable, c'est-à-dire que il s'est transformé presque en éducateur. Il allait sur le terrain. Cet outil était d'une qualité incroyable. Il faisait intervenir des psychologues. On a monté avec lui les Assises nationales du football à Grenoble avec tous les anciens Verts. Enfin, ça a été une aventure où voilà, on était obligé de le suivre. Et je pense que c'est le seul média qui a autant parlé de l'éducation. Il a tenu une dizaine d'années. Je me rappelle, dans ses bureaux, il arrivait en début d'après-midi, il s'allongeait par terre. Et après, on démarrait un petit peu les réflexions. Ça a été un outil incroyable. Et malheureusement, ça s'est arrêté. Il y avait toute une équipe. Je pense que, encore une fois, il était en avance. Et j'ai une tristesse parce que il voulait qu'on reprenne Foot Citoyen parce qu'il ne pouvait plus faire le faire vivre et il était fatigué du peu de soutien qu'il pouvait avoir. Et malheureusement, on l'a pas fait. Je pense que c'est le dernier média qui finalement a parlé de tout ce qui se faisait sur ce côté éducation. C'est un souvenir incroyable d'une personnalité intelligente parce qu'avec ce média, on allait sur le terrain, il faisait des forums. C'est des articles, mais c'est des actions aussi. Des actions concrètes. Mais c'était des actions concrètes. Ouais. Il allait dans les clubs. Voilà, quand je te parlais des forums, et c'était quelqu'un qui avait tellement une aura. Moi, je dis toujours, le sport, c'est l'école de la fraternité. Et Didier, c'était avant tout ça. Moi, je me souviens d'un article que j'avais lu, mais un extrait dans son livre Puzzle. C'était sur les comportements des éducateurs par rapport aux petits jeunes, aux petits ça. Bon, on a tous un peu connu ça, nous, joueurs de foot du dimanche, en tout cas pour moi, même du lundi matin, vu mon niveau. Des éducateurs gueulards, éducateurs qui faisaient peur, qui a su la jambe, choses comme ça, nous raconte ça. Et lui, au lieu de condamner l'éducateur, il vient le voir. Ouais. Il vient le voir, il vient le retourner, il vient parler avec lui. C'est pas un censeur, il est remarquablement manipulateur pour arriver finalement à faire changer de comportement. Mais il nous explique ça en fait. Et il a beaucoup d'empathie pour la personne qui était un comportement trop agressif avec les jeunes. C'était assez captivant, assez habile, assez intelligent et assez fin. C'était un précurseur et finalement, moi, il me disait toujours, c'est le sens du sport, c'est le sens de son engagement. C'est avec le football, pour lui, c'est qu'il ne pouvait pas supporter qu'il y ait autant de violence qui se manifeste dans le football. Oui. Et tout ce qu'on entend depuis des heures et des heures montre que finalement, il avait raison et cette entité qu'il a portée, voilà, ça reste présent. Et je me dis, il faut vraiment que ça perdure. Paradoxalement, Foot Citoyen, c'est éteint, c'est endormi. Oui. 2 fois par an, ces 4 dernières années, Didier arrivait le lundi avec des collégiens
alors décrochage scolaire, choses comme ça. Et il faisait, sur ce plateau-là, l'équipe du soir. Il me remplaçait, le Saloupio. Et puis, il avait écrit des petites choses, voilà, des dialogues, des petits trucs, avec des collégiens qui, on va dire, refaisaient le match, refaisaient des thèmes d'actualité. Voilà, c'était un programme éducatif. Voilà. Il y avait la cantine, après, il leur demandait de rédiger des petits articles, des petites choses comme ça. Mais les gamins de Poissy. Il les faisait. C'était. Poissy, non je sais plus la commune. Une commune d'Île-de-France. Moi, j'avais un truc à vous faire écouter, parce que je crois que vous étiez là. Parce que là, je vous sens un peu remet, Nabil, mais c'est normal, hein, c'est compréhensible. Moi, je me souviens on est en train de faire l'émission, on a encore la première partie, puis on me dit, il y a un film magnifique, vraiment une œuvre fantastique, Steven Seagal. Hein, Steven Seagal. Et moi, je ne savais pas du tout que Didier avait une passion pour le karaté et les films coup de poing. Regardez, alors, c'est une passion 2e degré. Allez-y, Didier, on y va. Je ne savais pas, Didier, que vous aviez pour passion Steven Seagal et son jeu de bras. Moi, je peux pas. Mais moi, j'adore. Parce que c'est tellement nul que j'adore. Ah ben oui, il faut pas le voir, si tu le vois au premier degré, tu fuis, bien évidemment. Mais, et puis, c'est toujours sur son côté, tu vois. Il est là. Le mec, il y a 10 000 mecs en face armés, il arrive, il fait... C'est ridicule. Mais moi, j'adore. Des fois, à 3h du matin, je suis là, tu vois, je caresse le chien, tout le monde dort, ça va, machin, truc. Je zapouille, je dis, je vais aller me coucher. Et je tombe sur cette merde de film. Putain, alors j'ai dit, c'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance. Et je reste, je me régale. Tu vois, le chien attend, tu vois, on va se coucher. Non. Steven Seagal, c'est magnifique. Voilà, et après, il nous avait fait des cigaleries, des chinoiseries avec des bras cassés. Je crois qu'on a été incapable de faire le débat qui était après. Voilà, enfin, on l'a sagouiné. Mais là, vraiment, sagouiné. Nabil, un petit mot ou on tient ou pas? Ouais, on tient. Allez, un petit mot sur Didier. Et puis, si vous n'allez pas au bout, c'est pas très grave, on reviendra avec. J'ai tout prévu. Oui, vous avez tout prévu? Non, mais moi, j'avais... Bon, pour moi, il cochait un peu toutes les cases. J'avais un peu un rapport affectif avec lui, comme quand on aime un club pour la première fois ou une sélection. Moi, j'étais gamin et j'ai une image que j'ai jamais oubliée. Et j'étais petit, c'était au Maroc qu'il y avait la CAN. C'était sur Téléfoot et c'était la première fois que je voyais des images de la CAN sur une télé française, ou quelqu'un qui parlait, qui s'intéressait à ce football-là. Moi, vu mon identité, ma double culture et tout, ça m'avait touché. Donc, cette image, je l'ai photographiée, en fait. Je l'ai toujours conservée en moi. Et en plus, Et l'année dernière, à la même époque, il y a eu l'attribution de la CAN 2025, je crois. C'était au Maroc, ça va être au Maroc. Ouais. Et là, je me suis souvenu de cette image et j'ai appelé Didier, je lui ai dit est-ce que tu peux me raconter Je lui ai dit j'ai jamais oublié ça, je voudrais que tu me le racontes et tout. Et en fait, c'était un disque dur, quoi. C'était incroyable. Il m'avait refait le tournoi, il m'avait dit le Cameroun, ils étaient au-dessus. D'ailleurs, tu as vu 2 ans plus tard, ils étaient en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc, s'il était tout terrain, c'est vrai qu'on l'associe à. Hervé, il en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on l'associe à l'Amérique du Sud, mais moi, ce matin, j'ai reçu plein de messages d'Algérie, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui était aimé partout. Et il cochait toutes les cases parce qu'en plus, quand je voyais les images avec Maradona, j'en revenais pas, quoi. J'ai dû lui poser 250 fois la question, vas-y, dis-moi comment il était, ceci, cela. Et puis, parfois, quand on redescendait, parce que je l'associe aussi au parking. C'est-à-dire qu'en fait, quand on repartait, souvent, c'est comme un performeur. J'ai l'impression qu'il sortait de là, puis après la tempête, il y avait un retour au calme. Et ce retour au calme, il se faisait vers le parking. Et en plus, j'avais le retour au calme, c'est le moment où vous avez bigné sa bagnole, non? Il s'en foutait d'ailleurs, je crois. Non, c'est pas vous qui l'avez accroché? Si, je crois qu'il y a eu un truc. Mais... et là, à ce moment-là, je me dis... dans l'émission. Et là, en plus, je me dis, mais il est sur le même méridien en plus, puisque je savais qu'il allait pas dormir. Il me dit, et à chaque fois, une fois ou deux, quand on discutait, il faut que j'y aille, je dois aller faire un blog là, ou un podcast. Et vers 14h, il avait terminé. Puis de temps en temps, moi, comme certains, on recevait un message, est-ce que tu peux retweeter mon... Voilà, c'est ça pour moi, Didier. Donc, moi, c'est un rapport affectif, en fait. Ça peut pas être... j'entends tout ce qu'il a pu apporter au journalisme, tout ça, etc., évidemment.
Mais voilà, c'est plus une affaire d'émotion. Là, c'est le disque dur. Là, si c'est l'enfance, là, il n'y a pas de problème. À propos d'enfance, le plus jeune, là, Giovanni Castaldi, sur, je sais pas, c'est des souvenirs de télé. Je sais que vous avez une culture télé, vous adorez la fabrication des produits télé. Il y a quoi? Il y a ça, il y a l'idée de se confronter à Didier quand on débarque dans l'équipe du soir. Là, c'est le grand métier. Vous avez le choix, vous commencez comme vous voulez. C'est vraiment deux personnages différents. Pour le coup, pour dire à quel point ils dépassaient les frontières. Bon, moi, j'ai une famille de télé, mais ils piperaient en sport. Et le seul journaliste sportif, en gros, que mon père connaissait, c'est Didier Roustan. Voilà. Donc c'est le seul, quand je suis arrivé à l'équipe, il m'a dit tu verras, Didier, tu le salueras. Mais moi, sur les deux personnages, il y avait le côté personnel, puisqu'il était, et je me pensais pour elle aussi, très très proche de Karine Galli, pour le coup, qui ne peut pas être là ce soir, donc avec qui il a toujours été d'une gentillesse, d'une tendresse, d'une bienveillance assez exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est un métier qui est pas toujours sympa, voire parfois dégueulasse, et qu'un homme de ce statut-là, et je crois que c'est Hervé, Dave, tout ça qui en parlait tout à l'heure, mais Mélisande aussi, c'est vraiment quelqu'un qui était gentil, profondément gentil, et ça j'ai pu le constater au quotidien. Moi, quand j'ai eu parfois quelques polémiques, quelques tempêtes avec certains clubs, ça a été un des rares qui m'a soutenu, qui a pris le temps de m'appeler plusieurs fois. Donc ça me marque. Et puis après, il y a la partie plateau où parfois ça m'arrive exceptionnellement de vous remplacer quand vous êtes en vacances, mémé. Et c'est vrai que quand on présente l'équipe du soir et que c'est Didier, le président, et que tu as bossé toute la journée pour faire un conducteur. Il vous a sagouiné vos lancements. J'ai jamais fait un lancement propre. Alors, on te dira, c'est de ta faute, t'as qu'à être bon, mon grand. Mais bref, il avait ce côté. Je sais plus, je crois que c'est Étienne qui disait, il y a un côté, il avait ses humeurs. S'il arrivait et qu'il était de bonne humeur, tu passais une émission exceptionnelle. Ou si ça débordait dans tous les sens, c'était pas grave, il était capable d'emmener tout le monde, de réagir sur tout, et c'était fantastique. Et puis l'autre et puis les jours un peu moins bien, franchement, c'était un cauchemar. Honnêtement, c'était un cauchemar, mais... sur 600 émissions, c'est arrivé 2 fois. Et pour conclure, moi, mon idole d'enfance et de jeunesse, c'est Ronaldo le vrai, R9, le Brésilien. Et moi, je lui posais tout le temps 500 questions parce que je voulais qu'il me raconte Ronaldo. Dis-moi. Et il avait toujours cette passion pour en parler. Et ça, c'était formidable. Virginie, vous n'êtes pas toujours là pour lire les messages des autres. Vous aviez un petit message. Je me dis, est-ce que je peux donner un petit message pour mon Didoun? Eh bien, allez-y, racontez-moi votre Moi, Didoun. j'ai été très touchée de la raison pour laquelle il est parti. Voilà, la maladie qui l'a emporté. Et j'ai écrit un petit mot. C'est pas facile de rendre hommage à quelqu'un que l'on n'a pas connu longtemps. Pour ma part, l'aventure a duré 4 ans. 4 ans pendant lesquels je n'ai cessé de le regarder avec des yeux de petite fille parce qu'il a toujours été impressionnant comme président, comme orateur, comme encyclopédie. On aimait bien parler ensemble des Antilles. Moi de la Guadeloupe, lui de la Martinique. Il me disait toujours ça ou fait, comment tu vas? Petit clin d'œil à ses origines maternelles. Ça ne m'empêchait pas de bouder quand il n'écoutait pas mon journal, voilà, où il me coupait la parole pour chanter, mais personne ne lui fait jamais la tête très longtemps à Didier. Et puis moi aussi j'aime chanter, encore un point commun. On chantait tous les deux comme des casseroles. Voilà, sa joie de vivre était contagieuse. Je ne compte plus les fois où les fans de football que j'ai rencontrés ça et là, dans les stades ou en dehors, me disaient vous direz à Didier Roustan que c'est le meilleur de toute l'histoire de l'équipe du soir et que je l'adore. Je l'ai toujours fait, je n'y ai jamais manqué. Et il me répondait toujours il a bon goût ce monsieur ou elle a bon goût cette dame. Alors Didoun, c'est comme ça que Mémé t'appelait et c'est un surnom qui te colle à la peau. Toi, ce personnage aussi chiant qu'attachant, tu es le meilleur de toute l'histoire de l'équipe du soir et on t'adore. Et comme on dit, les meilleurs partent les premiers. Mais putain, ça fait chier et tu vas tous nous manquer. Ben voilà, merci beaucoup Virginie. En plus, c'est très bien, c'est honnête parce que je sais que vous chantez faux, c'est bien de le reconnaître. Philippe, c'est quoi votre Didier? Parce que vous intégrez l'équipe du soir il y a quelques années ça, mais vous l'aviez rencontré, vous étiez proche, pas proche, vous avez juste observé la bête médiatique. C'est quoi votre Didier pour vous, mon cher Philou? Moi, je vous sens peut-être, j'anticipe peut-être une distance avec Didier. Pas de désamour, pas de truc, mais je ne sais pas, mais allez-y. Didier, c'est le 3e grand monstre de ce métier que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai eu énormément de chance. J'ai travaillé avec Thierry Roland, j'ai travaillé avec Eugène Sacomano, et j'ai travaillé avec Didier Roustan. Et Nabil, tout à l'heure, employait le terme de photographie. Et je crois qu'on a tous, en fait... moi, ma génération, j'ai grandi avec le téléfoot de Didier.
les images avec Maradona, les images avec Cantona. Finale de la Cup, moi, les longs formats. Quand tu arrives à faire ce métier, déjà, tu te dis, j'ai une chance extraordinaire, faut profiter. Mais après, il y a un stade au-dessus. Il y a le Graal, en fait, c'est de te dire, est-ce que tu vas pouvoir vivre ce que ces mecs-là ont vécu? Non. Cette proximité, cette capacité à pouvoir approcher des immenses champions et de partager quelque chose de presque d'intime. Et pas en Europe. Alors eux, ils en ont vécu 20 000 des histoires. Et puis nous, parfois, de temps en temps, on en vit une. Et je me souviens d'un soir de Coupe du Monde 2014 à Ribeirão Preto, qui est la ville natale de Rai. Et je passe une soirée avec Rai, on se connaissait un petit peu, mais il m'invite dans sa maison de famille. Et là, il me montre les photos avec Socrates, il me montre le jardin où il a appris à jouer au ballon. Socrates, son frère, pour le téléspectateur. Voilà. Qui n'était pas forcément courant. On paye une bière, une deuxième, on discute, et puis à un moment donné, il est 5h du matin et le jour se lève. Et quand j'ai rencontré Didier Roustan, le premier truc que j'ai eu envie de lui raconter, c'est ça. Parce que je me suis dit, j'ai vécu ça, j'en aurais peut-être pas 2 dans ma carrière, mais ce moment-là, pendant 3 heures, j'étais un peu un petit Didier Roustan, quoi, et du coup, j'étais fier, quoi. Et puis après, j'ai eu les premières émissions ici avec lui, le multiplex à RTL aussi, où j'ai vu mon petit Bertrand Latour qui se retrouvait confronté à Didier Roustan et qui a pris... Tu n'as pas dû lui poser de problème. Je pense qu'il a gagné 4 ans de maturité en l'espace d'1 an. Ah ouais. Ça a été exceptionnel. Et voilà, et comme le disait Dominique Sévrac en début d'émission, ta première à l'équipe du soir avec Didier en face... Il y a l'examen du bac un peu, c'est un peu... T'arrives, tu te dis, waouh. C'est vrai. Il va falloir que ça se passe bien. Franchement, vous cachez vachement bien votre jeu. Franchement. Tiens, passe décisive à Pia Clément. Pia, vous êtes là, vous avez votre beau maillot du Paris Saint-Germain. C'est quoi, c'est l'époque 90 là, non? Je crois que c'est 92, non? Oui, je dis 90 dans les années 90. C'était efficace devant le but à ce moment-là ou pas? J'ai une archive à vous montrer. Alors, c'est pas une archive de l'équipe du soir. C'est votre émission de radio sur Radio France. Ah oui, 100% Paris Saint-Germain. Alors, en plus, il était content parce qu'il faisait sa promo pour son livre puzzle aux éditions de la Bouche, je vous le dis. Voilà. Et il vous dit, tiens, ça concerne combien de temps d'émission? Non, mais c'est spécial, Didier. Alors là, Didier, il est bien, la promo pour son bouquin, il est content. Vous avez plein de points communs, notamment le beau jeu, notamment les passes soyeuses de Javier Pastore, et puis à un moment, Pia, je sais pas, la confiance, hyper confiance, et vous tentez le truc. Le Dembélé. Ousmane Dembélé, on regarde. Dembélé quand il touche le ballon. Dembélé? Ah non. Quand il touche le ballon, c'est fluide, c'est délicat. Mais pour moi, Dembélé, c'est un canard sans tête. Alors, pourtant, non. Il est charmant et il a quand même des petites choses. Mais il faudrait que... Je sais pas, il faut qu'il passe un cap. Voilà, c'était... C'était terrible. Ouais, c'était terrible. Je maintiens sur Dembélé, il est en train de passer le cap. Mais oui, il est en train de passer le cap. Mais c'est fou parce que cet extrait-là, je suis sortie de l'émission avec Didier et j'ai fait le montage moi-même. Je m'étais dit, ce moment, il s'est passé un truc. Donc j'ai fait le petit montage, je l'ai mis sur les réseaux, mais je me suis dit, je vais avoir 40 likes comme d'hab, quoi. Et puis en fait, on est arrivé à 4,5 millions de vues. Ah, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on était à 4,5 millions et cet après-midi, on avait pris plus 900 000 vues. Depuis que son décès a été annoncé, 900 000 vues en plus, juste cet après-midi. D'accord. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il y a des centaines de personnes, peut-être même des milliers, qui ont retweeté à nouveau la vidéo aujourd'hui. Je vais le faire. Tu peux le faire en écrivant des messages qui, en gros, disaient que dans ces 2 petites minutes de vidéo, il y avait beaucoup de choses de Didier. C'était court, mais... Voilà, la façon dont il parle de Javier Pastore et la façon dont il parle aussi des footballeurs un peu robotisés qu'on peut avoir aujourd'hui, ça résumait beaucoup de choses que représentait Didier. Et c'est étonnant, quoi, la vie de cette vidéo. Et voilà, après, j'ai vécu le reste de l'émission, qui était comme un déflorage d'une certaine façon, parce que voilà, tout ce que tu as prévu dans l'émission, c'est ce que tu disais même tout à l'heure. Tout pète, quoi. Je suis en plein milieu d'une météo, il me parle de Joël Batz, puis après, enfin, voilà, mais c'est ça qui est... Le conducteur, ça n'existait pas. Non, il n'y a pas de conducteur, il n'y a plus rien, il n'y a que Didier. Et en fait, moi, ce que je me disais en écoutant tout le monde, c'est que Didier, sa parole, elle n'était pas toujours facile à interrompre, et en même temps, quelque chose en nous n'a pas envie de l'interrompre. Pourquoi? Parce que cette parole-là, c'est comme un espèce de câble. Et ce câble, c'est un des derniers qui nous relie à une forme du football qui est en train de sombrer, en fait, et à laquelle on est tous attachés.
Et on n'a pas envie que ça disparaisse. On n'a pas envie de ça. Et par exemple, je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, j'étais à 20 minutes de mon émission. J'avais préparé toute mon émission, qui était une quotidienne d'1 heure et tout. Et puis là, il y a un journaliste de France Bleu qui court dans l'open space et qui crie « Maradona est mort ». Et là, je me mets à chialer. Bon, après, ça m'arrive souvent, mais là, je chiale vraiment fort. Si fort que j'arrive au début. Donc, je casse toute mon émission, je récupère plein de gens pour me parler de Maradona qui a joué au Parc des Princes et tout. Et en fait, je pleure, mais à sanglots. Et j'ai carrément, au début de l'émission, des collègues qui me font des massages dans le dos, qui m'apportent des cafés, qui lisent mes textes à ma place et tout. Et en fait, si ce jour-là, je pleurais, alors que j'ai jamais vu jouer Maradona, parce que je suis trop jeune, c'est parce que des gens comme Didier existent. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ont su nous transmettre ce que c'était que ce football. Et c'est parce que Didier existait que beaucoup de gens sont tombés amoureux du football. Et c'est tellement vrai. J'ai tellement, même moi qui suis là que depuis 1 an à l'équipe du soir, j'ai tellement de supporters qui m'ont aussi envoyé leurs condoléances, qui se sont inquiétés de l'absence de Didier avant qu'on ait la mauvaise nouvelle, en me disant « Pierre, renseigne-toi, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il n'est plus là ?» Donc voilà, c'est quelqu'un, quand il est là, on est heureux. Quand il n'est plus là, il y a un vrai vide et une vraie différence. Non, mais juste un mot pour rebondir sur Maradona, parce que ça lui colle à la peau. Parce que moi, je lui posais toujours plein de questions et tout. Et en fait, il m'a fait penser, quand il me parlait des coulisses de ses reportages à Maradona, c'était le film de Kusturica, là. C'était Roustan avant Kusturica, quoi. Parce qu'il disait, une fois, il a pris un billet, il savait pas il n'y avait pas de rendez-vous ni rien, et il est resté 3 jours sur place à attendre d'arriver à attraper, à coincer à Diego Maradona. Je veux dire, c'est un truc, c'est irréel, quoi. Et c'est pas genre à 2 heures d'avion, quoi. Et c'est dingue. Donc c'était ça aussi Didier, quoi. Enfin... Je peux ajouter un petit truc ? Non, mais oui. Non, juste, si vous ne l'avez pas encore fait et si ça ne vous rebute pas de lire 427 pages, lisez Puzzle, parce que c'est un livre fantastique, moi je l'ai adoré, et vraiment un conseil de lecture, lisez-le en écoutant les morceaux de musique que Didier cite tout au long du livre. Parce que franchement, il y a des scènes où il ride dans New York en voiture, il va commenter un match de boxe incroyable, et à chaque fois, il vous cite le morceau qu'il est en train d'écouter dans la bagnole. Et par exemple, vous écoutez là même, en vous endormant ce soir après l'émission, vous écoutez Long Time Gone de Crosby, Stills & Nash, vous pensez à Didier, et je vous jure que votre nuit va bien se passer. Attends, est-ce que vous pouvez redire la recette de cuisine là, là parce que les téléspectateurs ont peut-être un truc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? C'est de l'anglais. Tu peux le chanter. Tu peux le chanter. Je te chazame. Non, je peux pas chanter. Le groupe c'est Crosby, Stills & Nash. Voilà. Et le titre Long Time Gone. Ça veut dire parti depuis longtemps. Crosby, Stills & Nash. Je crois qu'il y a un des gars, c'est un mari de Véronique Sanson. Je crois que la boucle est bouclée avec. Oui, je crois que avec Véro. Oui, avec Véro. Voilà. Et une réaction, celle de. Elle est encore ministre des Sports, enfin démissionnaire. Enfin, oui, pour l'instant, elle n'est pas encore de nouveau gouvernement. Elle n'est pas encore, voilà. Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra. J'ai eu beaucoup de tristesse en apprenant ce matin le décès de Didier Roustan, grande figure du journalisme sportif français. Son amour pour le football, le beau jeu et tout ce qui faisait l'émission de ce sport manquera à tous. Son combat contre le racisme qui pouvait l'abîmer, le dénaturer, a fait de lui le pionnier d'une cause dont nous devons tous nous sentir les dépositaires. J'adresse à mon tour une pensée émue à sa famille, ses proches et ses collègues. Ok, la boucle est bouclée. Jean-Philippe, j'avais ouvert par vous. Voilà, les politiques rendent hommage à l'œuvre, au combat, choses comme ça. Bon, voilà. Et puis on parlait aussi, il y a 2 podcasts extraordinaires de plus de 2 heures sur Maradona. Écoutez un podcast de 2 heures que j'écoute avec mon fils régulièrement. Il a quel âge votre fils? Il a 28 ans. Il a fait un stage chez Didier quand il avait 14 ans. D'accord. Et il voyait Didier arriver, s'allonger par terre, monter dans le studio. Pour lui, c'était un extraterrestre. C'est ce qu'on écoute là, c'est la de Didier et de Pierre. Voilà. C'est le Crosby Show, quoi. Ouais, c'est bien. Hein. Là, vous imaginez Didier dans sa bagnole aux States. Ah ouais. Ouais, j'ai un peu les frissons. On avait un petit PAD, un petit truc, une petite pastille, comme on dit dans le jargon, sur les fous rires. Ah oui, les fous rires avec Didier. Il est fulgurant, ce Didier. Hein. Allez, fous rires, et puis on change de casting juste après.
Pour ou contre la chemise de Didier Roustan, vous pouvez vous exprimer. Bonsoir Didier. Dave a posé ou n'a pas osé. Vous êtes ça? Un débat en voix. Ah, mais tu as vu quand même. Ah, quand même, ouais. Là, non, mais là, il y a tout. Ah, ben ouais. L'étiquette, putain. Voilà ça. Voilà, bon. Symboliquement, 4 et 5, quand même. Ah oui, c'est. Ah bah oui. Ah oui. La moyenne. Excusez-moi, C'est quand comme vous à revenez de l'école, Ouais. j'ai eu un 10 sur 20. Ouais. Ça va, j'ai eu un 8 sur 20. Non, 8, ça passait très bien. Zidane, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Vrai. Voilà. Eh ben mes cocos, tu les as tes deux trucs. J'ai plus de micro. Tu les as tes trucs, tu les as tes putains de trucs. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Oh là là. Mais Paris libéré. Bravo. Et Roudier libéré ou pas? Enfin, oui. Eh bien, bien sûr, Ramaya, faut arrêter avec Ramaya. Si elles veulent s'emparer de cette Non, affaire. mais l'équipe de France, Mais c'est sacré. Tu C'est n'as le plus un Botafogo, joueur il à n'est pas emmener. sacré. Tu n'as plus un joueur à emmener en Coupe du Monde. Enfin, c'est 2 minutes qu'il a commencé à faire. Aider fou rire à l'appel avec Didier Roustan. Raymond, vous vous asseyez où vous voulez. De toute façon, maintenant, en direct, c'est soit là, soit là. Mais allez-y, choisissez votre camp, à droite ou à gauche. Moi, je suis plutôt à gauche. Je suis deux Stéphanois. On a Raymond, on a Timothée, Mémon, on a Bernard Léons, le retour. On a Olivier Rouillet qui arrive au petit trot avec ce joli t-shirt. J'avais pas vu Bob Marley, avec Grégory Schneider qui est habillé pas du tout en Grégory Schneider. Moi, j'ai du mal même à vous reconnaître. Et puis, un nouvel ami de l'équipe du soir, c'est Roland Courbis. Roland, je vous ai eu au téléphone depuis ce matin. Et depuis qu'on a commencé cette émission, je suis frappé par les souvenirs qu'il a laissés en tant que reporter. Documentariste, je ne sais pas comment il faut aller, mais... Et vous m'avez dit, mais je me souviens, souvenir un peu flou au début, parce que vous m'avez lancé un animal, c'était un guépard, un truc, et puis finalement, non, vous m'avez rappelé, vous m'avez dit, non, il y a un loup avec Moser, on est à Marseille, tout ça. Alors on a retrouvé, et puis après, vous avez fait aussi votre enquête. Pas l'expression, il y a un loup. Non, il y a un vrai loup. C'est vrai que j'aurais pu. Il y a un vrai loup. Alors, c'est un documentaire sur l'OM. C'est sur Canal+, on est en 91. C'est la grande équipe de Marseille. Donc, Didier, il fait rentrer un loup dans les vestiaires de l'OM avec les joueurs de l'OM. Vous ne me croyez pas? Regardez. Viens donc nous voir. Viens donc nous sentir. Alors le loup prit peu à peu confiance, alla s'excuser auprès de Moser, s'excuser d'avoir comme les hommes porté un jugement sans appel. Il alla par la suite flairer ce sac, et là il sentit un décalage entre cet homme et ses belles paroles. Ouais, c'est un extrait. Vous pouvez d'ailleurs le regarder en intégralité sur YouTube. C'est Roustan, le loup, l'OM. Ça dure à peu près un quart d'heure. Je vous passe la main. C'est spontanément, vous m'avez cité ça. Allez-y, Roland. Oui, parce que je pense que c'était un gars avec beaucoup de qualités. Et parmi ces qualités, il y avait une certaine polyvalence que là, c'est l'exemple. Parce que premièrement, c'est un reportage, et voire même un documentaire, mais d'avoir l'idée, pour qu'on puisse peut-être se rappeler 30 ans après, d'avoir l'idée de mettre un loup, même un petit peu domestique, dans ce vestiaire où donc quand il passe et qui s'approche de Moser, on a peur que Moser fasse une grimace et que le loup puisse... Donc ça m'est resté gravé. Et en plus de ça, c'est pas seulement l'idée de mettre le loup, c'est le commentaire qu'il fait avec cette musique-là qui est sympa comme tout. Ça démontre un petit peu toutes les qualités qu'il pouvait avoir. J'en profite de votre invitation pour présenter mes condoléances à toute sa famille. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir de le connaître depuis quand même une quarantaine d'années, où finalement je ne savais pas exactement où il était le meilleur. Dans les commentaires, dans les documentaires, dans la façon d'analyser les choses. C'était un gars complet pour moi qui, pour notre football adoré, je pense que c'est une grosse perte. Je reviens, on est en 91. Donc on a une équipe de l'OM qui est l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc des joueurs qui sont des stars.
le gars arrive à faire entrer un loup domestiqué. Oui, j'imagine que c'est quand même pas une bête sauvage, quoi. C'est pas le loup-garou. Avec les loups, on a Raymond Goethals. On a donc un entraîneur qui est là. C'est ouvert, quoi. Ce serait pas possible aujourd'hui. Ce serait. Ah non, là, c'est totalement impossible. Non, mais voilà. Quel regard vous jetez D'ailleurs, non, moi je me pose la question, est-ce que c'était vrai? C'est un montage. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. À l'heure actuelle, on peut même pas l'imaginer. Je dis quelqu'un qui veut apporter quelque chose de différent maintenant dans les prises de vue, il pourra jamais rentrer dans un vestiaire et faire un truc pareil. Ouais. Ça a été une fois et c'est exceptionnel. C'est unique, mais c'est extravagant. Mais ça lui ressemble bien. Qui a une très bonne mémoire ici, quelqu'un. Parce qu'on a vu passer un jour, en équipe du soir, on a fait passer un facochère. Vous vous souvenez pas, non, un facochère. Facochère, l'équipe du soir. Regardez, c'est avec Jérôme Alonso. Si tu es en situation de jouer le ballon et que même un tout petit vient te déséquilibrer, c'est pas parce qu'il y a 30 kilos d'écart. Petit, c'est un facochère. Oui, non, bien sûr, mais parce que c'est pas un petit, je reprenais le tweet de. Le facochère est petit mais rappelé. Le facochère il est très méchant. Je sais. Non, mais je reprenais le facochère, il y a des lions, ils vont pas. Je reprenais juste le tweet de nos amis. Tu es costaud, sois relâché. Moi, j'arrive derrière, je vais te faire. Viens là. Mais la chevelure qui est quand même salante. Moi, je suis pas cochère. Le facochère. Moi, je me dirige vers le but. Attendez, je me casse. J'arrive. Il y a le réalisateur en train de. Donc. Non, tu me vois pas. Voilà. Allez, comme ça. Mais tu es relâché, d'accord? Vas-y. Moi, je suis comme ça. Et ben, oh, le salaud. Non, mais ça suffit. Il est pas mal. Non. Si, pas mal. Pas loin quand même. Je pense que ma charge est moins forte que celle de Carvajal, car déjà, je suis pas un facochère. Ah, qu'on n'a pas les images, il faut avoir des idées. C'est une faute de Carvajal, hein, voilà. Olivier, oui. Vous avez quoi, vous, en tête, Didier? Vous avez quoi? Si je vous dis comme ça, Didier Roustan, vous me dites un souvenir, un truc, quelque chose Moi, j'ai... Là, vous avez branché un peu sur le joueur, quand vous étiez joueur, mais maintenant, à la hauteur du plateau. Pas du tout. Alors moi, j'ai assez récemment, là, de son bouquin. Ah ouais. Son bouquin qu'il a fait, qu'il m'a donné, que j'ai lu cet hiver quand j'étais en vacances. Ouais. Et j'ai découvert Didier Roustan, que je ne connaissais pas sous cet angle. Ouais. D'être un mec qui bossait comme un malade, comme un fou furieux. C'est un truc de dingue. Dans son bouquin, il y a toute ça. Quand il rentre à TF1 au début, et tout son parcours, quand le représentant de Foot Citoyen était là, tout ce qu'il a fait, tout l'investissement, on ne se rend pas compte de l'investissement de Didier Roustan dans ses idées. Parce que, comme l'a dit Jo tout à l'heure, d'aller voir Cantona et d'aller voir Maratona, de leur parler, de les emmener pour faire le syndicat des joueurs, mais son investissement, il était extraordinaire. Et quand je suis rentré, je lui ai dit, écoute Didier, moi je t'ai découvert parce que je ne te connaissais pas aussi impliqué. Ça l'a touché? Ah ouais, complètement. Et puis il était sur son cul parce qu'il m'a regardé avec des yeux en me disant, mais attends, j'ai fait quelque chose de normal. Je n'ai fait que d'aller au bout de mes idées. Mais je dis, écoute, c'est extraordinaire, on devrait en parler souvent et on devrait beaucoup plus parler de ton bouquin et surtout, et je pense qu'il l'a démontré et les gens ont compris, parce que quand tu regardes je viens de regarder Bertrand Latour tout à l'heure dans son petit truc de ce matin où il est en larmes, et ben tu comprends l'impact. Et moi je suis heureux que les jeunes puissent prendre conscience de cela, parce que vraiment ce qu'a fait Didier, je vous le dis encore, moi je l'ai découvert cet hiver, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'était vraiment un très très grand monsieur. Et on a un jeune là, Timothée Mémon. Oui, jeune, machin, oui, d'accord, ok. Votre Didier, à vous. Moi, c'est assez particulier parce que j'ai grandi sans la télévision. Donc, jusqu'à 20 ans, je n'avais pas la télévision. Donc, pour moi, la télévision, c'était des bribes. C'était des moments quand j'étais chez ma grand-mère. J'allais voir les matchs chez mon voisin, César. Il n'y a pas la télé à Saint-Étienne ? Non, c'était un choix de mes parents. C'est un choix éducatif. Je les en remercie parce que ça m'a poussé vers la radio. D'accord. Et ce qui m'a poussé vers la radio, et pour moi, Didier Roustan, c'est avant tout une voix. Oui. C'est une voix très particulière. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ses reportages, on parle peu de ses commentaires. Ouais. Moi, quand j'allume la télé et que je ne suis pas forcément devant la télé, j'aime reconnaître, j'aime savoir qui parle. Il y a des voix qui sont interchangeables. Il y a des voix où, quand c'était Roustan, c'était Roustan. Il n'y avait aucun doute là-dessus. On reconnaissait la voix. On reconnaissait aussi un phrasé, parce que les voix, on a la voix qu'on a. Moi, en tant que commentateur, le phrasé, essayer
de mettre les bons mots, le terme idoine, la belle expression, la belle image, faire exploser une émotion dans la tête des gens. Oui, ça c'était quelque chose d'assez frappant. Et puis, j'ai la chance d'avoir pour parrain quelqu'un qui s'en est allé il y a quelques années, Robert Herbin, qui avait un rapport avec les journalistes qui était celui qu'il avait avec les hommes en général, c'est-à-dire qu'il avait un petit peu du mal dans la communication, Robert Herbin. Mais quand j'ai décidé d'être journaliste, un des rares noms que m'a cité Robert Herbin, c'est celui de Didier Roustan. Il n'avait pas toujours été d'accord, mais il y avait de l'estime. Quand on avait l'estime de Robert Herbin, c'était déjà pas mal. Raymond, avec Didier, c'était comment? Il y avait des joutes, il y avait des trucs. C'était particulier. Mais nous, on a commencé il y a longtemps. Ouais. Je me souviens, je ne sais pas si je peux le dire aujourd'hui, c'est un de mes pires souvenirs de commentateur. C'est vrai? C'est une des premières fois où je commentais avec Didier, et j'avais pas les codes, j'avais pas les codes, j'avais pas les règles, et je me suis retrouvé avec Didier. Et on est où là à peu près? C'était un match de Coupe de France. C'était sur Antenne 2, C'était sur France 2, Antenne 2, ouais, d'accord. Je sais plus. Ouais. Et Didier ne commande pas les matchs. Qu'est-ce qu'il fait? Il explique. Il parle de trucs. Il part à droite, il part à gauche. Les joueurs, il en cite un ou deux parce qu'il les connaît et qu'il les aime bien. Ouais. Les autres, ils n'existent pas. Mais le match, c'est un prétexte pour faire ce qu'il faisait ici. D'accord. Je veux dire, il parlait, il expliquait. Quand vous êtes le consultant à côté, qui doit s'accrocher à quelque chose pour parler. En plus, moi, j'ai pas son bagage, sa culture, tout. Il me sortait des noms de joueurs. Je dis d'où il me les sort. Il faut que je dise quelque chose, quoi. Moi, je suis testé là pour les commentaires. Ouais. Je savais plus. J'ai vécu 1h30 de souffrance. Bon, et après, mais avec lui, je veux dire, c'est pas. C'est pas pour me. Non, c'est pas pour vous plomber. Non, il partait dans ses histoires, dans ses trucs. Et de temps en temps, je ramenais en disant oui, et là, sur l'action, regardez ce qui se passe. Et il repartait sur autre chose. Ah oui, ça me rappelle une action que j'ai vue. C'était machin, là. Et il repartait là-dessus. Ça a été. Voilà, donc c'est les premiers trucs. Après, je me souviens quand on est arrivé. Là, parce que là, il y a un peu des joutes. Mon Raymond, il y a un peu des joutes idéologiques, tout ça, là. Là, il y a des petits trucs, il y a des machins, les coachs français, les coachs étrangers, les trucs, les machins. On était à la base opposés sur tout. C'est ça. Je pense qu'on avait une vision totalement différente. Moi, je sortais du métier d'entraîneur, de sélectionneur. Et je veux dire, les idéalistes, c'est bien beau, mais nous, il faut qu'on gagne des matchs. En salle des machines. Voilà, il faut qu'on gagne des matchs. Et c'est ce rapport-là, et je savais... Chaque fois, c'était l'idéal pour lui. C'était un truc. Pour moi, c'était utopique. Ouais. Et puis, petit à petit, je pense qu'on s'est un peu rapprochés. Ah ouais. Ouais, oui. On n'a plus. Au début, je sentais que quand je disais quelque chose, il était là, il rongeait son frein. Quand il disait quelque chose, je disais, je vais pas le contrarier d'entrée. Ouais. J'arrive, donc je vais faire attention. Voilà. On est poli quand on arrive dans la maison. Voilà. Ouais, ça. Alors que je pensais totalement le contraire. Et puis. Finalement, en s'écoutant, je crois qu'on a un peu rapproché nos manières de voir les choses. Lui, peut-être un peu plus pragmatique et moi un peu plus idéaliste. C'est vrai On se dilue un peu? Ouais, non, il y a eu un petit peu, mais les débuts ont été... Bon, dans le contrat de Didier Roustan, c'est de ne pas être d'accord avec Grégory Schneider. Et c'est dans le contrat d'ailleurs de tous les chroniqueurs. Bon, Grégory, j'ai toujours une formule pour lancer. Je vous taquine à chaque fois. Vous, votre Didier, c'est quoi? C'est parce que, à part Bernard, qui le connaît peut-être depuis plus longtemps que vous, mais c'est quoi, en fait, Didier? C'est un truc très précis qu'il avait fait en 83 en tant que réalisateur, quand il était sur TF1 à l'époque. Enfin, la voix du foot, c'était Thierry Roland. Oui. Je lui enlève rien, mais je m'y retrouvais pas, en fait. Parce que je trouvais ça patriotique. Franchouillard, ouais, nationaliste. Ouais. Moi, franchement... J'étais pour les pays de l'Est rien que pour faire chier le monde à l'époque. Parce que je ne me sentais pas avec les autres, je ne voulais pas de cette sensation de foot-là, j'étais pas... Et l'Euro 84 est passé, je me souviens d'un résumé des buts de l'Euro 84 où il avait choisi sur les buts de France-Belgique de mettre de Ster, ce qui est assez rare, et de mettre la chanson Toda Menina Bayana de Gilberto Gil. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, de ce qui se dégageait de ce match. C'était à la Beaujoire, la lumière, le karma de cette équipe, le karma de Platini, le karma de Fernandez. Et là-dessus, la musique brésilienne, c'était
c'est un truc qui m'a, comment dire, qui m'a guidé toute ma vie presque. C'était une vision œcuménique, je me sentais avec les autres, pour le coup. C'est un peu mon Brésil 70, c'est pour ceux qui en parlent et qui voient ça comme une étoile un petit peu... Et c'est vraiment quelque chose, j'y ai pensé tous les mois, juste parce qu'il a fait ce choix-là. Il y avait un côté... Il y avait la fraîcheur, il y avait la jeunesse, il y avait une espèce de promesse d'éternité, parce qu'à 13 ans, tu crois que ça va durer éternellement, que ça va toujours être aussi beau, aussi joyeux. Et ce choix de mettre la musique là, c'était fulgurant. Est-ce que vous pouvez juste répéter le nom de la musique? C'est Gilberto Gil. Je peux pas. Toda Menina Baiana. Voilà, oui, parce que tout le monde, je pense que tout le monde la connaît. Oui. Vous voyez, avec un peu de musique de Brésil, voilà, ce France-Belgique, le 5-0 à la Beaujoire. C'était ça. Le foot n'est plus une utopie. Le foot est une réalité, Raymond. 5-0. 5-0, magnifique. Oui, ça, c'est la réalité. La première réalité. Après, on peut l'agrémenter. Il le faisait bien. Louis arrière droit. Oui, Louis arrière droit, je me souviens. Vous le trouviez comment, Roland, sur ses commentaires, sur son parti pris. En fait, l'idée d'avoir un biais, d'avoir un parti pris sur un football résolument, on dit, tourné vers l'avant et tout ça. Vous aussi, coach, vous êtes dans l'équilibre de l'équipe, dans le concret. Je l'ai trouvé souvent, pour ne pas dire toujours, différent, pas de tous les autres, mais de beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je l'ai entendu aujourd'hui, on avait une expression, tiens, il a fait une Roustan. Et c'est quand même un compliment, ça, parce que ceux qui l'analysaient, lui, de la façon dont il analysait, c'était totalement différent des autres commentateurs. Et moi qui suis un petit peu curieux et passionné comme vous, ben, je l'écoutais toujours attentivement et souvent je me disais, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Et donc, si on me dit... quel était finalement, dans sa polyvalence et dans le fait qu'il était vraiment bon dans pas mal de secteurs, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est là où il était le numéro 1 de ceux qui savaient faire? Ce soir, en tout cas, moi, ce qui me surprend à travers l'évocation et son souvenir, c'est ses reportages. Hein, c'est ce qui... Roland, moi, vous m'avez bluffé quand vous m'avez dit ça ce matin, quand vous avez appris la disparition de Didier, en disant tout de suite, moi je pensais qu'il y avait peut-être une interview, un bord de match, après une victoire, après un triomphe, quelque chose et tout ça. Non, vous, c'était ces reportages et c'est souvent ce qui transpire. Sur l'évocation de Didier qui nous parle de foot, moi, je me souviens que c'était la Ligue des Nations qui a remporté l'équipe de France du Deschamps avec un incroyable but de Benzema contre la Belgique. On avait les images. Alors c'est le but, on est mené 2-0 à la pause. On ne l'a pas, mais je viens d'avoir l'idée. Donc ne paniquez pas en régie, on ne le verra pas, voilà, tout ça. Mais c'est la Ligue des Nations. Voilà, c'est la Ligue des Nations. La France est menée 2-0, et puis tout d'un coup, il y a une révolte, il y a Benzema, ce génie. Et tout d'un coup, les images tournent en boucle, on les a et tout ça. Et on dit, regardez la façon dont Karim prend son temps, se donne du temps. Voilà. Et c'est vrai qu'il est dans une surface de réparation avec tous les joueurs belges autour de lui. Mais regardez comme il ne panique pas, regardez comme il prend son temps, regardez comme il est. Et c'est vrai que le moment, et en plus, il avait un rapport à l'image qui était très intime, qui était un pro, quoi. Il pouvait y coller. Et c'est vrai que je ne sais pas si parfois, vous, Olivier, Roland, Raymond, en conseillant peut-être un attaquant, en disant peut-être prends ton temps, je ne sais pas si ça se dit ou pas, ou prends, voilà, avant peut-être fait un choix. Et là, notre Didier nous avait pris par la main, nous avait un peu ouvert la porte, en tout cas, moi, vu mes connaissances footballistiques techniques, on m'ouvre souvent la porte assez facilement. Et je trouvais que c'était sensible, c'était intéressant. Bernard, vous aviez un truc là, parce que quand vous touchez votre alliance, c'est qu'il y a quelque chose. Ah non, c'est quelque chose. Non, sur Didier, par rapport aux évocations de Raymond, Timothée, Grégory. On va revenir vous voir après, Bernard. Je vous écoute les uns les autres. J'ai eu une discussion cet après-midi avec Osvaldo Piazza, qui est son ami argentin, chez qui il allait souvent quand il partait dans ses voyages. Il avait besoin toujours de se ressourcer. Et il me racontait un petit peu ça. C'est qu'ils allaient voir des matchs ensemble et il me disait, c'est incroyable, c'est que Didier, il avait l'œil, mais pendant les matchs, on ne se parlait jamais. Il parlait pas, parce qu'il commentait pas, donc il regardait. Et qu'à la fin du match, il me demandait ce que j'avais pensé du match. Et lui se lançait dans des monologues interminables à la Didier Roustan. Et il me dit, il voyait des choses que, effectivement, lui, il n'avait pas été joueur professionnel, il n'a pas été entraîneur et tout, mais qu'il arrivait à voir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il y avait de plus en tant que journaliste. Sensibilité. Ouais, sensibilité. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, que
ce que j'ai le plus aimé chez Didier, c'était le fait que ça soit un homme libre, mais à travers ses voyages, à travers le football, il cherchait l'homme aussi. Il cherchait les relations humaines, il cherchait à vivre des émotions et à les partager. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait ces voyages en Argentine et cet amour inconsidéré pour le football argentin, parce que pour y être allé plusieurs fois, l'Argentine, c'est pas, tu vas pas qu'à un match de foot, tu vas à une célébration, une communion, comme il y en a plus trop de par le monde. Et c'est pour ça que j'étais très proche avec lui sur la sensibilité. On dit toujours que le plus grand pays au monde de football, c'est le Brésil. Et je partageais sa vision en disant que c'était l'Argentine, justement pour le côté sociétal, expérience, aventure humaine et surtout le partage. Parce que le football, à la base, c'est ça. Et je pense que Didier, ce qu'il a recherché toute sa vie à travers le football, c'est l'homme et le partage. Je vous invite à relire, si vous l'avez sous la main, vous pouvez l'acheter, son livre Puzzle aux éditions Marabout, puisque ces petits voyages en Argentine et de la façon, à un moment, dont il nous raconte un rapport, il est au stade, plus dans quel stade. Oui, il les a tous faits, mais c'est à un moment, il fait un pas de côté, il parle des gens, des supporters qui sont là. Le match est finalement un prétexte, et il y a une description sur l'amour, l'émotion que suscite le foot. On n'est presque plus en train de regarder si un contrôle est réussi, si une frappe est ratée, tout ça. Non, il s'est déplacé pour regarder juste les gens et la passion qu'ils avaient. Greg Schneider. Non, mais c'est pour rebondir sur ce qu'il dit. Il a constamment traité le foot ou vu le foot comme un espace de liberté, y compris dans son exercice journalistique. Or, il a travaillé dans de très grosses boîtes. TF1, France Télé, même ici. Et il s'est toujours dégagé une marge. Il s'est toujours dégagé quelque chose de personnel. Il a jamais... Moi, je me souviens que quand il était là, quand il était président, quand il sentait qu'on disait des choses un peu rebattues, tout ça, je le sentais physiquement se crisper. Ah ouais? Non, oui, parce qu'il n'aimait pas qu'on utilise le temps qu'on avait pour faire ce genre pour répéter ce qui s'était dit. Vous sentiez une sorte mais physiquement, ouais quand il entendait un truc qui tournait depuis très franchement, ça n'allait pas. Ah, je ferai ça la prochaine fois. Et si, oui, vous pouvez. C'est pour ça que tu veux stresser autant. Non, mais parce que journaliste sportif, l'air de rien, quelque part, tu es peut-être un peu plus libre qu'un autre journaliste. Pourquoi? Parce que tu as le monde entier dans la main, en fait. C'est un espace, il n'y a pas de frontières. Le football, il est partout, il traverse tes frontières, tu rencontres tout le monde. Quel autre métier ou quel autre exercice journalistique te permet de voir un tel panel de gens? Tu peux aller chercher un Bulgare, tu peux aller chercher un Nigérian, tu peux aller chercher il n'y a que ça, en fait. Et il a constamment usé de cette liberté-là en poussant les murs et en faisant des choses spéciales. Le coup du loup, le coup du... C'est ça, peut-être, enfin moi, en tout cas, qu'il faut retenir. On dit en fin du jeu, évidemment, on pense à en fin du foot, donc on pense à qui? Ah oui, amis de téléspectateurs de l'Équipe TV, c'est bien sûr Didier Roustan. Didier, venez par ici. Applaudissements nourris sur les bancs de la droite et de la gauche, ainsi que du centre. Bon, Didier, ce Raymond Domenech, défendez-le un petit peu, non? Il vous convainc pas du tout? Ça peut être le gars de la réforme. C'est-à-dire que Domenech, il avale toutes les couleurs, si tu veux. C'est la valeur d'anaconda. On lui dit, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, et maintenant on te mettra sous tutelle, et il n'y aura plus ton docteur, et je veux du beau jeu, etc. Et lui, il dit oui à tout. Quelque part, il s'en fout parce qu'il sait qu'il a toutes les chances quand même de se qualifier et qu'après, on aura tout oublié. Il sera encore là, il fera le beau et ça continuera. Une équipe très attractive aussi et assez performante, c'était quand même la Russie. Il joue avec un milieu de terrain défensif qui est un ancien attaquant. C'est Mac, pour te dire. C'est peut-être un peu pointu. Mais les Pays-Bas avec Non, c'est bien, vous êtes le guest, vous êtes le spécialiste. Je vous suis. Non, il est taquin, il est taquin, ce Dino. Non, mais parce que pour les gens, peut-être. Non, mais attends, qui est milliardaire, qui a 24 ans, qui est dans les plus belles années de sa vie et qui va s'éclater, quoi, je veux dire. Il va dans un club de rats où il va s'entraîner avec... Non, ça va exploser. Par rapport à Chelsea, si tu veux. Où il va s'entraîner avec des joueurs moyens, il va s'emmerder tout au long de la semaine. Ne touche pas à cette cloche. Il va acheter quoi? Le dimanche, il va se balader, il va pas avoir de ballon. Alors qu'il pourrait être... Duel. Et puis en plus, finalement, ce sont... Tu lui laisses la carte bleue, la femme de joueur, on connaît un petit peu. Ça va vite. Moi, je trouve qu'ils ont pris... La belle vie, ça veut dire que 24 000 €, ma foi... Oui, c'est un peu juste. Tu peux pas te payer un hélicoptère. Non, voilà, attention, c'est parti, les images qui partent, et puis nous on se dit au revoir. Ah voilà, donc j'ai quoi le maillot? J'ai un maillot de Lyon, d'accord, très bien. Et là je sors un poulpe, pas vrai. Voilà, et j'explique que si Paul Le Guen allait faire ses conférences de presse au moins avec ça sur la tronche, eh bien au moins on rigolerait, ce serait beaucoup plus sympa. Et Pierre Ménès sent que le vent tourne et que cette bébête pue énormément, et je lui cours après, mais il est rapide, le Ménès, vous avez vu, hein, il est vif le Pierrot, oh là là là, c'est une minute terrible. C'est de la télévision, c'est extraordinaire. ça. Merci, quel homme de direct. On vous en reparle souvent de cette petite chose-là? De temps en temps, ouais. L'émission. Mais là, je pense que ça passe en boucle parce qu'on en reparle beaucoup.
Ah, c'est la première de Didier Rostand en 2008 avec un Raymond, une nouvelle fois un peu gratiné. Qu'est-ce qu'il y a, mon Raymond? Non, la première où il a été extraordinaire, il a réussi à couper la parole à Thierry Bretagne. Je veux dire, d'entrée, il avait gagné sa place. Ouais. Il y a eu juste un petit doigt levé de Timothée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'en fait, je voyais ces images et c'est vrai que c'est brillant, c'est des grandes images de télé, mais j'ai, comme Giovanni, eu la chance de vous remplacer une fois et je me souviens très bien d'avoir dit à Marc Lass, qui fait les équipes, je lui avais dit, pour ma première, je te demande une chose, comme président, ne mets pas Éric Blanc ni Didier Roustan. J'étais dans une angoisse absolue d'avoir quelqu'un d'ingérable à ma gauche. Pour les suivantes, pourquoi pas, mais pas pour la première. Et la première, non? Non, il avait accédé à ma demande, heureusement. C'est vrai. Marc ne vous aime pas, on le sait, hein, on le sait tous. On a beaucoup évoqué Maradona. Ces relations Didier, Maradona, cherche. Il est plus là, Nabil? Je ne vois pas. Ah, il est parti. Nabil. Ah non, il n'est pas là. En tout cas, c'est Nabil qui nous en a parlé. J'ai 2 dessins à vous montrer de Faro. Voilà, regardez Didier. Et puis le deuxième dessin. Voilà, Maradona, Didier Rostand. On a eu la surprise, pas forcément une grande surprise, d'apprendre le décès de Maradona. C'était le 25 novembre 2020. Donc Maradona, par Didier Rostand, on a réfléchi à la manière dont clôturer finalement cette émission. Je pense qu'il fallait donner la parole à Didier sur Maradona, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une possibilité. C'est une possibilité? On va faire ça comme ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur Maradona, non? Oui, il y a des micros qui circulent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Je pense qu'on a embrassé tout le monde, même nos téléspectateurs qu'on n'a pas embrassés. À chaque fois, on leur dit finalement, on est aussi un peu de la même famille, hein, donc on vous aime, voilà. Et puis voilà. Et puis on lance le dernier. Tout le monde a dit sa petite écho sur Didier. Alors on vous embrasse. On vous dit de passer une belle nuit, et puis on a été ensemble pour évoquer Didier. On a essayé de le faire revivre, hein, voilà, et puis d'essayer de vous le présenter tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts et sa folie. On vous embrasse et on vous souhaite une douce nuit, équipe du soir ou ailleurs. Au revoir. La logique, en fait, aurait été qu'il meure sur un terrain de football. C'est pas passé loin, puisqu'il entraînait encore récemment. Et j'ai jamais... Parce qu'avec tout ce qu'il a connu quand même, si tu veux, on pourrait dire à un moment le football, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et c'est incroyable. Quand je vois, et je ne juge pas, des gens qui sont au bout du rouleau dans leur équipe nationale parce qu'ils ont beaucoup donné, parce qu'ils l'ont porté pendant 10 ans, ou tu vois, je pense à Michel Platini, mais qui arrête à un moment, c'est fini. Remarque, il arrête sa carrière en même temps. Zidane, pareil, mais après il a repris. Mais enfin, certains, ils disent, mais je comprends, ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus la foi. Donc Mais Maradona, tu lui dis, bon, tu joues en béquille, mais tu lui mets le maillot de l'Argentine. Mais il y va. C'est exceptionnel, cet amour qu'il a pour ce sport. J'ai mis ce t-shirt aujourd'hui, bon, parce que c'est Maradona, mais si tu élargis un peu, Maradona, tu vois, il est là avec son maillot. De Boca. Ouais, je vais te mettre là, comme ça. Et avec les chaussures. Avec ses pantoufles et un ballon. C'est ça, Maradona.